foutu. Comment allez-vous? Comment ça va? Alors, je vais vous lire, et surtout les gens qui ont soutenu la chaîne entre-temps. Tout d'abord, je vais évidemment commencer par pourquoi il n'y avait pas de revue de presse hier. Bah parce que je me suis levé à 12h30 hier et j'ai fait oh merde, bon en mode j'ai pas écouté mon réveil. Enfin si, mais tu sais, j'ai fait le snooze là. Sauf qu'au lieu de plus tard, j'ai dû lui dire pas du tout. Et donc du coup j'ai pioncé, voilà. Bon bah si j'ai pioncé, c'est que je m'étais couché à 3h la veille. J'avais besoin de pioncer, donc j'ai pioncé. J'ai hésité en me disant, ça se trouve, allez hop, nique sa mère, je fais le pont. Parce que je suis sorti acheter le canard enchaîné. Bon là je vous nique la fin de l'histoire, mais parce qu'à la fin je l'ai trouvé. Mais j'ai fait 2 bureaux de la presse, 2 maisons de la presse sans trouver le canard enchaîné. Parce que tout était fermé. Parce qu'on est le jeudi de l'Ascension. Donc c'est ça, c'est l'Ascension il me semble. Il me semble. Oui, non, c'est pas mal de dormir. Non, mais moi j'ai bien aimé. Hein. Ça m'a fait un petit break sympa. J'ai eu le temps de me réveiller avant qu'on se mette à bosser juste après sur le OLG. Coca, café, musique. Et qu'est-ce que je disais? Oui, elle est basse la musique, à côté des salauds. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ouais, donc je me suis dit vas-y, est-ce que je fais le pont? Je l'ai pas fait hier. Ah mais non, c'est abusé. Parce que c'est vrai que nous, les indépendants, on n'a pas de jour férié. D'ailleurs, vous aurez un OLG jusqu'à, il y en aura tout le mois de mai, mais par contre le 1er de juin, il saute, je crois. Je crois qu'on a une semaine de break. Bon, vous en foutez, mais je vous préviens d'avance, comme ça vous saurez au pire. C'est la semaine du... Ah oui, la semaine du... Moi, je suis en break, du coup, la première semaine de juin. Donc, il n'y aura pas d'OLG le lundi 7 juin. Voilà. Il y en aura un le lundi 31 mai. Et il y en aura un lundi, évidemment. Là, tout va bien. Tout va bien. Bon, j'ai quand même trouvé le canard enchaîné. Donc, on va quand même pouvoir regarder s'il y a des trucs intéressants. J'ai pas eu le temps de le lire. Mais je vais commencer par remercier les gens qui ont soutenu la chaîne. Salaud. C'est où? C'est là. Voilà. Hop. Le café, is ok. Oh, j'ai pas fumé de clope. J'ai pas fumé de clope juste avant. Ça veut dire que j'ai fumé qu'une clope depuis que je suis levé. C'est pas beaucoup pour un fumeur. Hein. Les vrais fumeurs savent. Hein. Les vrais fumeurs savent qu'on a besoin de fumer plus en se réveillant. Donc il y a 13h, c'est pas ça. Il y a 12 minutes, c'est bon. Merci Medarelian. Merci An Oasis in the Desert. Merci Line for Tristano. Merci Interligne qui dit vive la commune, qui hurle vive la commune, dirais-je même, parce qu'il y a de la majuscule à gogo. Merci Jacques Couille qui me dit merci pour le travail. Merci, salut camarades, espérons qu'on puisse enfin gagner en 2022, me dit Rika Deus Furud. Tiens, on en reparlera juste après d'ailleurs, parce que c'est assez marrant, parce que hier, je sais pas s'il y en a qui ont vu, il y avait Benoît Hamon qui était invité à l'air libre sur Mediapart. Et je suis content parce qu'il a dit un peu des trucs... moi j'étais là, vas-y Benoît, j'ai rarement été aussi, vas-y Benoît, comme ça. J'étais, vas-y Benoît, comme ça. Bon. Merci Axel Desrouges qui me dit bonjour, même si tu ne fais que lire des articles, merci pour ton travail et c'est moi culturel et apprenant. Oui, c'est vrai que souvent quand vous me dites merci pour ton travail, je suis là, oh c'est pas du travail, je fais que lire des articles. Donc tu connais bien, t'es là depuis longtemps toi. Merci Muradou, merci Zadar35 qui me dit merci Usul pour ton contenu. J'ai rematé tes vidéos sur le jeu du clivage, pourquoi ne pas tester ça une fois en stream? Oui, ça peut être marrant. Merci Alwen West, merci Goblinounours. Cha-cha-cha, ça doit être ça. Un mois de sub qui sera passé très vite et qui m'a permis d'avoir un œil et une oreille plus vigilantes sur l'actu. Merci Usul de partager tes analyses avec humour et coup de gueule. Ouais, c'est le café du commerce hein, ici. Hein. Merci. Attends, je vais mettre le micro dans le bon sens. Merci Silem qui me dit bonjour Usul, je t'ai découvert grâce à un droitos qui parlait d'opinion politique navrante et j'en suis ravi. Merci à toi pour la politisation, bah de rien. Oui, j'espère être pas trop navrant tout le temps non plus. Merci Insomnia186, merci Médéric64 qui me dit bon midi. Merci Kéronixia qui me dit à cap cependant. Merci Evenpeel. Merci Visconde, 9 mois que je suis là et je comprends toujours pas la vanne des espions chinois. Ah, il y a peut-être un truc qui tient du running gag là-dedans. Merci Nestor Poulpo, merci Jean Fox qui me dit encore et toujours plus de gauche. Merci Nameless Wing, Zeker13 et
Omar Rabat qui me dit merci pour tout ton boulot. Grâce à toi et ta commu, je me sens moins seul dans ma gaucherie. Bah oui, c'est le but aussi. Merci et Bibi Glass qui est bientôt là depuis 9 mois, qui dit eh oh, oh, oh le beau bébé. Et là qui est là depuis 9 mois. Et merci à Petit Cheminot qui a offert un abonnement à je sais pas qui. Voilà. Les aubes sont navrantes de Rimbaud. Et Usul aussi de Droitos. Merci Ariès Lenny qui a offert un abonnement à Plogojovit. T'es juste navrant sur arrêt sur image. Oh, c'est bon. Salut, j'ai vu Hamon aussi et je suis d'accord avec toi. Bah moi aussi je suis d'accord avec moi. Vive le grand râteau du rassemblement, me dit Koryuki. Ah parce qu'on avait parlé de ça, hein, c'est ça en fait lundi soir. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là, lundi soir, bon, vous avez accès au replay. Du coup, je pense que YouTube va peut-être amputer ce replay d'un certain nombre de ces extraits les moins libres de droit. Mais enfin, le live du coup de lundi soir était très sympa. On est revenu sur la victoire de 81 de la gauche. Et on a terminé en disant que... faut pas sombrer dans le c'est bon, on a perdu d'avance, on tente rien pour 2022. Il y a encore un truc sur 2022 qui est tentable, c'est cette grande alliance populaire et surtout antifasciste qui est en train de peut-être germer dans la tête de quelques personnes à gauche. D'ailleurs, ce que disait Benoît Hamon hier, je vais vous mettre un peu de Benoît Hamon. C'est pas si courant, hein, c'est pas si courant. Ce que disait Benoît Hamon hier est très juste. Benoît Hamon, Mediapart, on va trouver ça. Il est là le Benoît. Il avait l'air fatigué, hein. Il a une tête fatiguée. Attendez, je vais vous montrer ça, puis j'en profiter pour fumer ma clope pendant qu'on écoute ensemble Benoît Hamon, avant d'attaquer le canard enchaîné et d'attaquer l'article obligatoire, puis enfin le vote. C'est vous dire si on est pressé, mais on va prendre son temps de se presser doucement. Voilà. Sur cette petite musique suave d'ailleurs, Benoît Hamon, c'est peut-être encore mieux. Alors c'est où le passage où il l'interroge sur l'union, l'alliance, machin là? Dehors, bah c'est une faute politique. C'est là, j'ai trouvé. Trop fort, je suis trop fort. Il dit quoi là? On va peut-être l'écouter 5 minutes. Hein. Parce qu'en fait, il rejoint beaucoup de choses que je dis. Donc, c'est. Voilà. Moi, je suis content quand on. Je me sens moins seul à crier. Tu sais, bon, des fois, je crie un peu. Ok, nous, on a tendance à traiter les gens de fachos à tout bout de champ. Mais pour moi, s'il y a vraiment un truc qui s'est passé, c'est cet été. Depuis la nomination de Darmanin, il y a une accélération de l'extrême droitisation de l'espace public, de la fascisation des esprits, et je suis content de voir que Benoît Hamon, après Sandrine Rousseau, est aussi d'accord avec ce constat. Décision de faire la même chose que Biden, sauf que ça rentre en contradiction avec un principe. Là, les sociodémocrates y sont favorables. Le Conseil d'État de se libérer ou un voisinage avec Joe Biden. Ouais, mais pas que. Parce avec vous, on a lu pas mal pour préparer quand même. Et donc vous parlez de lui, il parle de vous. Vous dites qu'il a une place particulière. Là, on parle de Mélenchon. Hein. Là, pour l'instant, c'est ce que Hamon va dire de Mélenchon. Vous allez voir. Dans l'entretien politique, il dit on peut pas lui demander de se mettre au bout de la table et de se taire. Il a fait 19% à la présidentielle de 2017. Eh oui. Est-ce que c'est le seul qui tient la route à vos yeux? Parce que, bon, les idées, bien sûr, le programme commun, évidemment, ça reste quelqu'un qu'on élit, une personne qu'on élit, vous êtes passé par là. Oui, je vais dire deux choses. Moi, je ne suis pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, sinon j'aurais rejoint les Insoumis. Il y a des points sur lesquels je suis en désaccord. Déjà sur la stratégie, là je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il privilégie la reconquête des abstentionnistes au détriment de l'unité, en disant l'unité c'est la soupe au logo, tout ça ça marche pas et ça parle pas aux électeurs. Il y a une autre vision de l'unité que celle d'un cartel de partis. L'unité du peuple plutôt que l'unité des partis. Sauf que moi je... Mais est-ce que c'est pas lui qui a compris, parce que l'unité des partis, enfin qui adhère encore aux partis aujourd'hui? Mais oui, jusque là on est d'accord, on peut entendre. Sauf que moi j'affirme qu'une grande partie des abstentionnistes voudront demain et sortiront d'une forme de torpeur démocratique ou de mécontentement démocratique s'ils ont un seul et unique étendard, un seul et unique bouclier. S'il y en a plusieurs, si la stratégie de l'unité du peuple échoue, eh bien je ne crois pas une seule seconde que... Donc vous voyez son truc sur l'étendard, l'unité, machin, c'est vraiment pour dire face à la torpeur démocratique, mais aussi face à la montée du fascisme, il faut qu'on puisse montrer qu'on est un camp, le camp qui vous fera sortir, enfin qui revivifiera un petit peu la démocratie, qui pourrait éventuellement sauver les forces démocratiques de ce pays face aux forces autoritaires. Et il dit, bon, c'est plus facile avec un seul qu'avec 20 candidats. Alors évidemment, il parle pas de la... Il parle pas de la candidature de Roussel, hein,
vous imaginez bien. Peut-être qu'on trouvera un article pour en parler plus tard de la candidature de Roussel, mais enfin c'est quand même quelque chose, mais enfin on en a déjà parlé ici. Mais continuons, Benoît, vas-y, continue, tu dis qu'il vaut mieux l'union que pas l'union. Bon là jusque-là, d'accord. Il y aura suffisamment d'abstentionnistes à sortir de cette torpeur démocratique pour aller voter Mélenchon ou qui sais-je encore. Donc je crois vraiment que l'unité des partis peut aider aussi à cette dynamique unitaire qui peut être celle du peuple. Ça, c'est un point de désaccord que j'ai avec lui. Après, ce que je dis simplement, c'est que si on veut fabriquer des rassemblements dans le seul but de mettre Mélenchon dehors, ben c'est une faute politique. C'est une faute politique parce qu'elle nous mène au même résultat. Donc là, il est en train de parler de Hidalgo, Olivier Faure, Yannick Jadot, qui veulent à tout prix faire des alliances en speed et sans les insoumis, parce que c'est une autre ligne politique. Bon, lui, il dit que ça, c'est une faute politique particulièrement grave. Que la stratégie qui serait celle solitaire de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire à l'échec. Et moi, je n'accepterai pas, et je n'accepte pas, parce que c'est un fait politique. Jean-Luc Mélenchon, que ça plaise ou non, a fait 19% aux élections présidentielles. Je suis bien placé pour le savoir. Et croyez-vous, et croyez-moi, sur le fond, on avait des désaccords, et je crois encore aujourd'hui que ce que j'ai défendu à l'époque sur l'importance du chômage technologique et l'importance de la taxe sur les robots, du revenu universel, sur ces grandes questions, il faudrait les reposer au cœur d'un programme commun. Allez, s'ils n'y sont pas, en tout cas, que nous discutions de ça dans le travail sur le programme commun. Donc, on a eu des désaccords, et on en a encore. Mais la position qui consiste à dire il faut le rassemblement, mais un tel est infréquentable, celui-là est insupportable, celle-là est psychologiquement bababa... Oui, mais on n'entend que ça quand même. Et oui. Là, on voit bien, finalement... Mais pas de ma part. Pas de votre vous observerez que le pacte de non-agression que les uns et les autres veulent respecter, disent vouloir respecter et qu'ils ne respectent pas. Hein. Ah oui, mais ça, y compris Jean-Luc, dans son interview au Monde, peut pas dire on fait non-agression et en mettre une à Jadot et Faure, les autres sont empressés de dire dès que... Pardon ? Jadot, ça vous rappelle pas un truc ? Non mais, tout me rappelle un truc. Ah non mais pardon, Jadot, le positionnement centriste, c'est pas le François Hollande 2012. Mais si c'est ça, il se plantera. Et moi, je lui déconseillerais de faire ça. Et en l'occurrence, là encore, moi, il m'a soutenu aux élections présidentielles. Et donc, on a travaillé ensemble. Aujourd'hui, je le regarde, j'ai entendu ce qu'il dit, j'ai là aussi des désaccords, mais aussi beaucoup d'accords avec lui comme avec Jean-Luc. Et je crois, je le redis, qu'un travail sérieux, en tout cas, pourrait nous permettre de bâtir ce programme commun avec tout le monde, des insoumis de Jean-Luc jusqu'à Jadot. Voilà. Mais qu'est-ce qui ferait que justement ça se débloque? Aujourd'hui, il y a deux blocs. Il y a Jean-Luc Mélenchon d'un côté qui veut rassembler des individus, même prendre une partie de communistes. Donc voilà, ça c'est les deux blocs dont je parle, hein, le bloc centre-gauche et le bloc que je dirais de côté plus à gauche, le bloc populaire. Peut-être une partie des Verts, et il y a le groupe ELV et PS qui sont en train de parler des législatives. Donc en fait, ces deux blocs, écoutez, moi je vais vous dire, je vais être très clair. Ceux qui commencent par parler des législatives et qui ont décidé de jouer la défaite... Ouais, il y en a. Oui, il y en a. Mais il y en a sans doute. Alors ceux-là, moi je ne veux pas en entendre parler. Moi, ça ne m'intéresse pas. Au moment où on a le... Et ça, c'est intéressant. Parce que là, il attaque justement, particulièrement, je pense, le pôle centre-gauche qui veut déjà préparer les législatives en partant du principe que, en fait, ils ont perdu la présidentielle d'avance. Donc, l'essentiel, c'est de sauvegarder un maximum de sièges de députés pour l'élection d'après. Parce que du nombre de sièges de députés va dépendre aussi les subsides dont va bénéficier le parti. Et en gros, ils veulent sauver leur parti parce qu'ils ont renoncé à sauver le pays, en tout cas du risque de le sauver du risque de la tentation d'extrême droite. Donc lui, il trouve ça irresponsable et on est bien d'accord là-dessus. Donc, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que les discours démobilisateurs à base de toute façon on a déjà perdu, eux aussi ils sont irresponsables. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on a le luxe de pouvoir partir les bras ballants en se disant de toute façon on a déjà perdu, on traîne les pieds? Ou est-ce que c'est pas historiquement le moment où il faut tout faire pour rassembler, pour bousculer y compris l'opinion publique avec des propositions fortes, avec une union, même si elle est de façade, c'est pas grave, faut y aller. Bon voilà, les deux positions aussi sont aussi celles-là entre les deux blocs. Ceux qui partent en disant on a déjà perdu et ceux qui disent il faut tout faire pour gagner. Le péril de Marine Le Pen, qu'on m'explique que pour sauver le financement d'un parti,
faut qu'on ait un groupe, parce que, sachez-le, quand on a un parlementaire, il est responsable de la destination d'à peu près 70 000 à 80 000 euros de financement public, et qu'on réfléchisse à la survie d'appareils résiduels, sans même une idée, pour quoi faire? Ils vont résister à qui et à quoi, si demain Marine Le Pen l'emporte? Donc, ceux qui enjambent la présidentielle pour se dire, d'abord parlons d'un contrat de législature, c'est-à-dire un accord législatif... Vous parlez d'Olivier Faure, là? Non, j'espère que ce ne sera pas sa position, parce que si c'est sa position... En tout cas, pas officiel. Donc, pour l'instant, moi, il ne m'a pas appelé pour me dire c'est ça qui est important. Donc, il ne l'a pas dit non plus dans la réunion du 17. S'il devait formuler ça comme sa priorité, eh bien, je lui dirais qu'il est pas digne du moment dans lequel nous sommes. Oui. Moi, je ressors. Vous croyez que ça me fait plaisir de ressortir de ma semi-retraite pour aller faire de la politique avec des gens qui m'expliquent « Ah non, non, tu comprends, le revenu universel, le travail, papa. » Et je dis « Mais quoi à la place? Le RSA jeune? C'est sérieux, ça ?» Le RSA jeune, c'est juste réparer la bêtise qu'on a faite au moment de la création du RMI. Vous vous souvenez quand c'était le RMI? Michel Rocard. Donc, en ne le faisant pas pour les 18-25 ans, ça n'est pas une politique sociale. Moi, je suis pour le RSA jeune, mais c'est le minimum, du minimum. Mais c'est même pas le minimum. Oui, c'est vraiment le minimum. C'est donc, franchement, soyons sérieux sur ces questions-là. Il y a trop de dangers pour... Non mais d'accord, ça c'est très bien, donc ça c'est au niveau national, et pourtant au régional, vous êtes sur la liste... Bon, après, voilà, les contradictions, les régionales, etc. Mais je pense que là, on a entendu un petit peu l'essentiel de ce que moi, j'ai trouvé intéressant dans la discussion d'hier. Bon, je finis ma clope, je rallume la cam et on va passer au canard enchaîné. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Mais on est un peu sur la même ligne de... Bon, allez, on chipotera après sur les chipotages. Là, il va falloir quand même essayer de construire un pôle. Moi, je m'en fous que ce soit Mélenchon qui soit devant, Mélenchon, il est derrière, Mélenchon, il est à côté. Je m'en fous. Mais on ne peut pas reconstruire une candidature de gauche ou même un projet de gauche, qu'il y ait plusieurs candidatures ou pas, même il faut qu'il y ait quand même un projet de gouvernement, une alliance, un petit peu comme la gauche plurielle ou je sais pas quoi, mais en mieux, un peu plus comme l'union de la gauche autour d'un programme de transformation sociale et écologique. Et bon bah ça, tu peux pas le faire sans les insoumis, c'est pas possible, c'est techniquement pas possible. Donc ceux qui refusent de faire ça, c'est qu'ils refusent de faire l'union de la gauche, donc ça dégage quoi. Salaud. Alors, je vais remercier aussi les gens. Oui, c'est vrai que du coup, pendant le truc, j'ai pas remercié les gens. Attendez. Oh, Mémé qui se met à la place où je pose mon journal. Mémé! Salaud! Jean-Luc, il est très bien, mais il est pas très rassembleur. Oui, bah il a son petit caractère, quoi. Alors, qui c'est que j'ai raté? J'ai raté du monde. Churros? Non, attends, même avant. Koryuki, je l'ai dit. Ah, Ariès Lenny, je crois que je l'ai dit. Voilà, Koryuki qui me disait vive le grand râteau du rassemblement. Oui, parce que j'avais dit qu'il était temps, je crois que c'est ça ce que j'avais dit lundi, il est temps d'utiliser un grand râteau pour ramener tous ceux qu'on peut ramener autour d'un projet de gauche, quoi. Bonjour la gauche, me dit Sarma86. Churros qui me dit il y aura des imitations aujourd'hui. Bah je sais pas, ça dépend des articles que je lis. Merci Duolupo. Rilik, truc comme ça, prends l'argent de mon stage. Merci Nameless Wing, merci Waiter Escape Game, merci Camille Audou qui me dit l'union de la gauche avec des gens de droite ne nous rapporterait pas plus de voix. Ça se discute. C'est-à-dire que si tu arrives à pas avoir de candidature Jadot, de pas avoir de candidature centriste ou arriver à les marginaliser assez, l'idée c'est de récupérer cet électorat un peu flottant, quoi. Cet électorat de gauche bourgeoise, et je pense, ce que je disais l'autre soir, je pense qu'on peut rattraper quelques personnes de la gauche bourgeoise précisément en leur disant « Regardez le risque de l'extrême droite en face ». Donc c'est soit nous, soit vous continuez avec Anne Hidalgo qui soutient la loi sécurité globale, etc. C'est-à-dire qui accompagne le glissement vers l'extrême droite de la société, en gros. Et de leur dire non, la gauche elle est là, on a peut-être des désaccords, mais la gauche elle est là, et en face c'est que des gens, c'est que un ventre mou libéral qui accompagne complètement les métamorphoses de l'extrême droite. On peut en rattraper comme ça. Même si c'est par exemple, je sais pas, je pense à des profs un petit peu embourgeoisés qui avaient peut-être voté Macron ou je sais pas quoi parce que c'était un peu progressiste et que en même temps c'était raisonnable économiquement et que leurs enfants font de bonnes études donc ils s'inquiétaient pas trop.
Mais là, je pense qu'on peut les rattraper si, par exemple, ces profs-là, c'était eux-mêmes des petits-fils de républicains espagnols ou de je sais pas quoi. La menace fasciste peut nous aider à rattraper des perdus, comme ça, en leur disant, écoutez, au final, il y a deux camps, quoi. Hein. Au final, il y a l'extrême droite ou nous. Merci Arlat ou Ariat ou je ne sais pas, merci, des bisous. De rien copain me dit c'est toi le plus beau. Oui, ça se discute. Merci Canel Tony Sédante. Oui, il y a 3 minutes, merci à toi. Sidney Govou la légende. Mais j'ai l'impression que tu subs tous les streams que je fais. Sidney Govou la légende, j'ai l'impression de dire que ça, Sidney Govou la légende. Merci Babel Vague, merci. Déjà 3 mois d'abonnement, je suis ému, me dit KR Xein, Krexein, un truc comme ça. Voilà. Tu viens de décrire mon padré. C'est un petit-fils de républicain espagnol aussi. Vive l'usulisme, visage humain, me dit patate télescopique. Ouais, je pense qu'on peut en réveiller un certain nombre, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de ces gens qui prennent conscience de l'extrême droitisation de tout le champ politique et de la société, etc. Je pense que ça peut marcher aussi, ça, comme truc. Voter les extrêmes, c'est jamais bon. Ah bah là, en l'occurrence, ce serait un pôle de gauche, pas un pôle d'extrême gauche. Ce sera un pôle de gauche qui a retrouvé un peu, qui pourra se faire aiguillonner par une gauche un peu plus vigoureuse. Il y aura une gauche un peu plus tendre, mais au moins ce sera un pôle de gauche, quoi. D'ailleurs, moi, je veux bien que dans ce pôle de gauche, il y ait des NPA, il y a des gens du NPA, etc. Je suis super chaud. De gauche. Et Mélenchon n'est pas d'extrême gauche. Non, 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 je pensais plus au NPA, là. Bien sûr. Non, non, Mélenchon, c'est pas d'extrême gauche. Ok. Tac, je peux rallumer. Bah, je peux même passer comme ça, parce qu'on va regarder ce qu'il y a dans le canard. Qu'est-ce qu'il y a dans le canard ? Tapi, le maître des horloges judiciaires, d'accord. Macron vire de bord et admet que c'est protégé. Les dirigeants des États du Sahel puissent négocier avec des chefs islamistes. Oui, c'est encore autre chose. Ça c'est Mali, etc. Merci Wabba Jagval qui dit ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Voix de Frio. Let's go, enfin une midinale que je peux regarder. Bah oui, oui, c'est férié. C'est vrai que c'est férié. Bon, le plus intéressant en général, c'est la page 2. Sauf que la page 2, moi, de ce que j'en ai vu, c'est ça aussi l'extrême droitisation de la vie publique, c'est qu'il n'est question quasiment que de la droite. Que de la droite. Alors, vous vous dites peut-être que dans mes revues de presse, on parle beaucoup de la gauche. Dites-vous que c'est peut-être aussi que dans tous les autres médias, on n'en parle pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup de place dans les matinales, etc. Et quand on en parle, c'est de haut, de loin, pour les critiquer, pour dire « Ah là, vous faites l'union, pas l'union ». Bon, bah là, ici, on essaie de suivre ça un petit peu mieux, parce que bon, apparemment, tout ce qui intéresse le canard enchaîné, c'est les bisbilles entre Xavier Bertrand, Éric Dupond-Moretti, Macron, Le Pen, Macron, Estrosi, LR, Renaud Muselier, évidemment, Le Drian, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de Le Drian, Jacob, Christian Jacob, c'est, franchement, moi, ça m'intéresse pas du tout, quoi. J'en ai un peu marre de leurs conneries, et je trouve rien de très intéressant. Merci JCeus. Et merci Famazette qui dit merci pour ton boulot Usul. Entre le capitalisme et l'humanité, ça se joue à lui ou nous. Exactement. Merci Dark Cartg. Gartark. Putain, ils ont ressorti Buisson du formol. Il est où Buisson? Où est-ce que vous avez vu Buisson? Où est-ce que vous avez vu Buisson? Ah oui, j'ai regardé du coup Jospin chez Quotidien, bah c'était pas terrible. Hein. Putain, c'était nul. Histoire de... Ah oui, d'ailleurs, en parlant de Mitterrand, il y a cette petite partie. Histoire de commémorer l'élection de son lointain prédécesseur, Macron a simplement prévu de convier d'ici à la fin du mois l'ensemble des anciens conseillers de Mitterrand à l'Élysée. Ce qui, en 14 ans, fait du monde, entre 120 et 140 personnes encore en vie. Parmi ces conseillers aurait pu figurer un certain François Hollande, qui avait fait ses classes dans une soupente de l'Élysée après 1981, merci, Liverès. 81. Las, le jeune Hollande, que la Cour des comptes avait généreusement mis à disposition du nouveau président, n'avait pas le titre officiel de conseiller, et Macron n'a pas cru bon de transiger, il n'a donc pas reçu de carton d'invitation, et il l'a assez mal pris. Et donc Hollande répond... C'est bizarre d'inviter les conseillers, ça en dit long sur la conception que Macron a du pouvoir, s'est-il ému devant quelques camarades du PS, puis sur France Inter. Ceux qu'il fallait inviter, c'était les anciens ministres de Mitterrand, parce que ce sont eux qui gouvernent, et pas les conseillers. Macron n'est peut-être pas au courant. C'est pas faux, c'est pas faux.
Et toujours sur ces histoires de commémoration, d'anniversaire, etc. Convié à la célébration au Creusot. Alors vous savez, ça s'est fait en 2 fois. Hein. Il y a eu le dimanche 9, il y a eu les vieux du PS un peu de droite qui se sont retrouvés au Creusot notamment. Convié à la célébration au Creusot le 9 mai des 40 ans de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a décliné l'invitation. Il souhaitait en effet, comme Hollande, prononcer un grand discours devant les survivants de la Mitterrandie. Pas question, lui a fait savoir François Rebsamen, puissance invitante et président de l'association des élus socialistes, la FNESR. Réduit au silence, donc Olivier Faure voulait faire un petit discours, et il n'a pas pu. Réduit au silence, Olivier Faure a donc décrété qu'il se devait d'être présent à la marche pour le climat, le même jour, à Paris. Avec cette justification, donc le mec il n'est pas invité, donc du coup il fait ah bah c'est comme ça. De toute façon je voulais même pas venir, je voulais aller à la marche pour le climat. Le niveau quoi. Et donc il a dit ma place est définitivement dans le mouvement social, comme Mitterrand quand il est allé sur le Larzac en 77. Il fallait y penser sans rire. Précision utile, en 77, Olivier Faure était âgé de 9 ans. On s'en fout comme précision. Merci, Spunups. Il s'est fait cancel par les vieux du PS. Ouais, c'est ça. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose sinon sur autre chose que la droite, quoi. Sinon, à part ça, Le Drian, bah maintenant, Le Drian, c'est notre ministre depuis Hollande. Il est récupéré par les macronistes, machin, tout ça. Donc pareil, c'est la droite. Jacob Broie du Noir. Qu'est-ce qu'il dit, Jacob? Les échauffourées en PACA et dans le Grand Est ont miné le moral de Christian Jacob qui broie du noir. C'est terrible, ça. Le président de LR, ou de ce qu'il en reste, ne s'attend plus du tout au triomphe qu'il escomptait il y a encore quelques semaines pour son parti. La seule région que nous sommes certains de garder, a-t-il estimé devant des proches, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes. Génial, c'est là où je suis. Ça veut dire on est reparti pour du Wauquiez. Mais me grimpe pas dessus parce que j'ai un pantalon noir, tu sais bien que ça fait des poils partout. Donc tu dis bonjour aux gens et je te dégage. Dis bonjour. Dis bonjour aux gens. Voilà, et tu dégages. Elle a pas trop dit bonjour de manière très énergique. Hein. Bon, Christian Jacob, qu'est-ce qu'il dit? Il va garder l'Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être l'Île-de-France avec Pécresse, c'est vrai. On peut aussi conquérir la Bourgogne-Franche-Comté où LR a passé un accord avec Nicolas Dupont-Aignan, la classe. Mais Muselier et Bertrand peuvent être battus et partout ailleurs, je sais pas où on va. Bon, Jacob il déprime, Christian Jacob. On est d'accord que c'est le président de LR, hein, c'est le président du parti. Hein. Mémé qui retente, Mémé, tu descends, j'ai un pantalon noir, c'est pas possible. En plus il prend vachement les poils ce pantalon là, c'est pas la bonne matière. Très bien, bon voilà, il n'y a pas grand chose. Hein. Ah si, un truc sur Marine Le Pen. Toute la presse a rendu compte du ralliement au Rassemblement National de l'homme d'affaires Florent de Kersauzon. Frère de l'autre, hein, le navigateur Olivier de Kersauzon, vous connaissez. Mais plus rares ont été les journalistes qui sont allés consulter les relevés des sanctions de l'autorité des marchés financiers où son nom est cité. Bon, alors le mec fait des magouilles, ok. L'AMF a ainsi infligé une amende de 10 000 € assortie d'un blâme à la société Nestadio Capital et une autre de 100 000 € à l'encontre de son dirigeant Florent de Kersauzon. Au passage, cet ancien de l'ESSEC, encore un connard d'école de commerce, âgé aujourd'hui de 71 ans, a aussi écopé d'une interdiction d'exercer la profession de gérant ou de dirigeant d'une société. Bon bah écoute, si ça gêne pas pour être candidat à Rassemblement National, tout va bien. Hein. Bon, c'est tout ce qu'il y a d'à peu près intéressant. Enfin, c'est tout, oui, sinon tout le reste c'est la droite, Macron qui s'énerve sur la droite qui s'énerve contre Macron, voilà, bon. Rien de palpitant. Si tu veux pas de poils, brosse mémé. Mais je brosse mémé, mais c'est infini, en plus c'est le printemps, donc voilà. Bon, on va faire un petit point. L'article obligatoire, aujourd'hui, ça va être sur la situation sur Jérusalem, parce que, bon, je pense que les gens qui suivent la politique activement depuis des années, la politique et la politique internationale, connaissent un petit peu, normalement, ce qu'il est convenu d'appeler le conflit israélo-palestinien. Et vous voyez bien qu'en ce moment, il y a 3 tendances, hein, clairement, il y a 3 tendances dans le débat public sur les dernières frappes et les lynchages aussi qu'on voit dans Jérusalem, etc. Bon, il y a 3 tendances, soit tu dis soutien total à Israël face aux terroristes du Hamas, islamistes, machin, tout ça, c'est la position de Manuel Valls, hein, la position qui épouse la droite dure israélienne et le gouvernement. Enfin non, je crois qu'ils n'ont pas de gouvernement en plus en ce moment en Israël. Et donc soit tu as cette position-là, soit tu as les prudents qui les renvoient dos à dos, qui disent bon bah c'est terrible, faudrait faire un peu de désescalade parce que les deux là ça monte vite et voilà, tu les renvoies un peu à égalité. Ok, c'est chaud, les 60 morts en Palestine, mais enfin il y a eu 7 morts en Israël, enfin voilà, tu vois, bon, voilà. Ou alors il y a ceux qui rappellent que c'est à la base un conflit asymétrique.
qu'il est difficile de renvoyer dos à dos le colonisateur et des populations qui ont été successivement déportées, parquées et qui sont aujourd'hui harcelées, voire même lynchées dans les rues, etc. Parce que ça avait commencé un petit peu comme ça, là ça avait commencé par des manifs de l'extrême droite israélienne sur le cri de mort aux Arabes, etc. Bon, il y a un regain de tension, mais qui... donc voilà, donc je me suis dit on va commencer par un petit point sur la situation, l'analyse de René Bachmann pour Mediapart. Je ne l'ai pas encore lu, je vais voir ce qu'ils en pensent. Moi j'ai écouté les matins de France Q hier, et au menu je vous propose encore un autre article si vous voulez continuer à en savoir plus sur la situation en Israël et sur les territoires occupés. Mais on va commencer par ça. Jusqu'où ira l'escalade? Ce n'est pas seulement pour protester contre l'interdiction d'accès à la mosquée Al-Aqsa que les jeunes Palestiniens de Jérusalem affrontent la police israélienne. C'est aussi pour dénoncer la politique menée depuis plus de 10 ans par Netanyahou. Mais leur colère vise également les dirigeants palestiniens. Merci. Chaton Momo 93. Et donc... oui, parce qu'en plus, il y a eu ils ont été attaqués, les populations, je crois, à Jérusalem-Est, ont été attaqués aussi judiciairement, et il y a eu des expulsions de masse. Enfin voilà, le travail de colonisation continue. 2 mois déjà, ça file. Merci William Darko. Mais c'est normal qu'il y ait aussi pas beaucoup de gens qui puissent facilement utiliser par exemple le mot colon, colonisateur, entreprise coloniale, situation coloniale. Je veux dire, ils ont déjà du mal à en parler pour désigner la situation française ou ce qu'a pu faire la France, etc. Donc vous doutez bien que c'est pareil pour Israël, quoi. Ils ont du mal avec le truc de colon, tout le discours en fait sur la colonisation. Ça passe pas comme ça pour tout le monde, quoi. Merci Chaton Momo 93. Donc l'article dit quoi? Jusqu'où ira l'escalade? Donc l'article a quand même quelques jours, hein. C'était le 11 mai, donc c'était il y a 2-3 jours, c'était avant l'escalade, évidemment, qu'on connaît maintenant. Jusqu'où ira l'escalade? À Jérusalem, les affrontements qui se poursuivent entre manifestants palestiniens et policiers israéliens viennent de faire plus de 500 blessés en 3 jours. Merci Ploum Ploum Tralala, qui dit... Usul qui bosse un jour férié. Oh bah c'est souvent, hein, tu sais, les indépendants, on n'a pas de jour férié, nous. Jamais depuis les révoltes de la fin des années 80 et du début des années 2000, la ville sainte n'avait été la proie d'une telle vague de violence. Donc là, en l'occurrence, il y avait des manifs, une répression, mais il y avait aussi des manifs d'extrême droite du côté... voilà, qui demandaient mort aux Arabes, etc. quand même. Et les frappes contre 140 cibles de la bande de Gaza lancées lundi soir par l'armée israélienne en représailles contre les tirs de roquettes du Hamas en direction d'Israël ont fait au moins 24 morts. Donc là, c'était le bilan à l'époque, dont 9 enfants. Au même moment, d'autres accrochages avec la police israélienne avaient lieu également dans les villes de Lod, Raml ou Jaffa, témoignant de la mobilisation des Arabes israéliens, c'est-à-dire des citoyens palestiniens d'Israël, aux côtés des Palestiniens de Jérusalem-Est et de Cisjordanie. Au point qu'on en oublierait presque que des négociations sont en cours parmi les adversaires de Netanyahou, rassemblés au sein du Bloc pour le changement, pour tenter de constituer une coalition parlementaire et un gouvernement de large union. Car depuis 2 ans, Israël, qui a connu 4 élections législatives et où aucun budget n'a été voté, est toujours sous l'autorité d'un gouvernement intérimaire, dirigé par le Premier ministre sortant, chargé de gérer les affaires courantes. Et j'entendais aussi sur France Culture l'idée que c'est aussi des raisons politiques internes. Netanyahou qui a tout intérêt à ce qu'on reparte sur une nouvelle série de tensions, parce que là il peut mobiliser aussi un certain électorat, une certaine opinion publique, une certaine presse. Merci Laïtader qui me dit oh non j'ai pas eu de notif, j'ai raté quoi, force à toi. Pas grand chose, t'as pas raté grand chose. Et donc Netanyahou avait tout intérêt à ce que les tensions, à laisser faire par exemple les manifestations d'extrême droite. Des manifestations dans lesquelles il y avait aussi des saccages de commerce, des machins, tu vois, c'était vraiment des manifestations un peu brutales quand même. Et il avait tout intérêt à faire ça, notamment parce qu'il a des affaires au cul. Il a des affaires au cul de corruption depuis longtemps, et ça traîne, et plus ça traîne, mieux c'est, et puis il est toujours du coup à la tête d'un gouvernement intérimaire. Technique de base de l'extrême droite. Il y a une gauche en Israël, il y avait une gauche en Israël, et puis il y a une gauche, on y reviendra un peu plus tard, dans un article que j'ai sélectionné. Donc, la situation sécuritaire est aujourd'hui jugée si tendue par l'état-major que l'arrivée d'une 3e intifada ne peut désormais plus être exclue. Les grandes manœuvres qui devaient commencer cette semaine ont été annulées et des renforts viennent d'être déployés autour de la bande de Gaza. Le problème pour les responsables de la sécurité, c'est qu'on ne peut traiter cette éruption de colère chez les Palestiniens de Jérusalem comme on traite le lancement d'une volée de roquettes depuis Gaza. Alors depuis, il y a eu des volées de roquettes depuis Gaza.
c'est-à-dire avec des obus, des missiles et des bombes. Car les causes de cette révolte sont diverses et la plupart sont enracinées dans la longue histoire du conflit israélo-palestinien. Il y a évidemment les provocations des groupes d'extrémistes juifs adoubés par Netanyahou et confortés par l'entrée de leur chef de file au Parlement. Il y a aussi, et je crois que c'était ces extrémistes-là, leur parti avait été interdit pendant un temps. Oui, j'ai laissé la musique parce qu'on n'a toujours pas voté, mais je peux la baisser un petit peu. Si vous voulez, hop là voilà, c'est baissé, les alertes aussi sont un petit peu baissées. Non mais on va voir ça après, la gauche israélienne. Donc, il y a surtout au moment où le pays... Non, attends, donc il y a évidemment les provocations de ces groupes d'extrémistes juifs adoubés par Netanyahou et confortés par l'entrée de leur chef de file au Parlement. Il y a aussi les mesures hostiles prises par les responsables de police, jugés incompétents par nombre d'observateurs, contre les milliers de fidèles qui entendaient célébrer la fin du Ramadan à la mosquée Al-Aqsa. Il y a surtout, au moment où le pays se prépare à la sortie de scène de Netanyahou, les conditions de vie injustes, les humiliations et les violences imposées aux Palestiniens par le Premier ministre depuis près de 15 ans, c'est-à-dire la politique fondée sur le refus obstiné de négocier et la préservation du statu quo, adopté par les gouvernements israéliens successifs, avec récemment l'aval et le soutien aveugle de l'administration Trump et le silence couard de la majorité de la communauté internationale. Un Trump qui était poussé par notamment le vote évangélique, qui a quand même déplacé la capitale de Tel Aviv à Jérusalem, poussé par des mystiques aussi de son côté, des courants religieux forts qui reconnaissaient du coup la légitimité des revendications israéliennes. Et y voyaient un caractère sacré aussi. Car le détonateur des affrontements, la révolte des Palestiniens contre l'expulsion programmée de près de 300 résidents du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem, ne date pas d'hier. Depuis son arrivée au pouvoir en 2009, après un premier bref mandat entre 1996 et 1999, Benyamin Netanyahou n'a cessé de développer la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Avec une obsession, maintenir dans la ville une majorité juive. Près de 60 000 colons juifs supplémentaires ont ainsi été installés depuis 20 ans à Jérusalem-Est, où leur nombre dépasse aujourd'hui les 225 000. Cette stratégie passe notamment par l'expulsion des habitants et la démolition de leurs maisons, remplacées par des constructions neuves destinées aux colons. Et cela même s'il s'agit de maisons familiales ou natales des Palestiniens. En 2019, un rapport de l'ONG israélienne B'Tselem constatait que 16 796 ordres de démolition ont ainsi été émis entre 1988 et 2017. Le quartier de Sheikh Jarrah, à 2 km au nord de la vieille ville, est l'un des champs de bataille majeurs de cette stratégie de remplacement de la population. Ombragé, proche du carrefour de la route nord-sud numéro 60, celle qui relie Hébron à Jenin, et de la route est-ouest numéro 1 entre Tel Aviv et la mer Morte, il abrite plusieurs consulats ou résidences diplomatiques et intéresse depuis longtemps les promoteurs colonisateurs. Ceux de la compagnie américaine Nahalat Shimon, basée dans le Delaware, un état où la législation souple permet de dissimuler les actionnaires d'une entreprise, ont acquis ici des terrains et des bâtiments où vivaient dans des immeubles construits en 1956 par la Jordanie et l'ONU, des Palestiniens réfugiés de la guerre de 1948, parce que c'est ça qui est fou aussi. C'est-à-dire que là, ils sont en train d'expulser progressivement et de détruire les maisons de gens qui étaient déjà soit c'est eux-mêmes, soit c'est leurs fils, leurs petits-fils, des petits-fils ou des fils de déplacés, des gens qui ont déjà été déplacés et qui étaient parqués là-dedans. On les déplace et là maintenant on les rechasse encore. Voilà des années, Nahalat Shimon a lancé une action judiciaire devant les tribunaux israéliens pour obtenir l'éviction des familles de réfugiés de ces maisonnettes qu'elle entend démolir pour les remplacer par 200 logements destinés à des colons juifs. À ce jour, 4 familles, donc vous voyez, il n'y a pas de statu quo en vrai. C'était pas comme si chacun vit dans son coin et puis on se respecte, machin. Non, il y en a un qui continue à grignoter depuis des années. Donc il n'y a pas de statu quo. À ce jour, 4 familles ont été expulsées, près de 300 personnes sont sur le point de l'être. La Cour suprême devrait se prononcer lundi, mais le juge Yitzhak Amit a décidé de retarder sa décision de 30 jours en raison de la tension qui règne dans le quartier et dans la ville. Les colons, déjà installés dans le quartier, et les conseillers de Netanyahou tentent de présenter le conflit comme un contentieux immobilier. Les défenseurs des droits de l'homme, venus manifester leur solidarité, dénoncent, eux, la judaïsation forcée et la discrimination ethnique pratiquée par le pouvoir au bénéfice des organisations de colons.
jusqu'à l'irruption sur le terrain. La semaine dernière, Itamar Ben-Gvir, député du parti suprémaciste juif sioniste religieux et nouvel allié de Netanyahou, a couru avec une solide protection policière pour apporter son soutien aux colons déjà installés. Tout se passait plutôt calmement, en gros, avant qu'il arrive, le gars. La nuit tombée, les Palestiniens du quartier partageaient le repas de rupture du jeûne avec leurs amis et leurs partisans autour de longues tables installées dans la rue face aux bâtiments occupés par les colons. Merci Tesserac. L'arrivée en forme de défi de Ben-Gvir et ses amis et son escorte armée a transformé le face-à-face en émeute avec incendie de voitures, charge de police et arrosage des manifestants à l'eau putride, selon la technique utilisée habituellement par la police anti-émeute israélienne. De l'eau putride ? J'ai jamais entendu parler de ce genre de technique de maintien de l'ordre. Vous connaissez, vous, le... Homolo aussi dans le chat, hein. Ah oui, bah, peut-être j'aurais dû faire un petit point là-dessus aussi, hein. Molo aussi dans le chat. Oui, bah de l'eau putride, de l'eau sale. Je vois ce que c'est que de l'eau putride, mais je savais pas que ça s'utilisait dans les techniques de maintien de l'ordre. Ouais, non, parce que là, on est sur un sujet... on est en train de parler d'Israël, on n'est pas en train de parler de les Juifs ou de je sais pas quoi, donc ça se calme dans le... On est en train de parler d'une situation politique, géographique, spéciale. Donc les grandes généralisations et les trucs limites, vous savez très bien que vous êtes limite quand vous postez des trucs comme ça, hein. Ou des comparaisons, voilà. Les comparaisons bidons. Merci. Bref. Vous étonnez pas si vous faites ban, si vous dites des trucs, des comparaisons foireuses ou des trucs antisémites directement, quoi. Enfin, évidemment. Bref. Lorsque la nouvelle en plus s'est répandue que les policiers déployés près de la vieille ville avaient reçu l'ordre d'installer des barrières et d'interdire l'accès à la porte de Damas, où les Palestiniens ont l'habitude de se réunir après le jeûne, puis que des barrages avaient été dressés sur les routes conduisant à Jérusalem pour empêcher les fidèles de se rendre à la mosquée Al-Aqsa, il était trop tard pour contenir l'escalade des tensions et prévenir un week-end de violence qui a provoqué un déluge de mises en garde, de condamnations, rappels à la raison depuis Washington, le Vatican, Bruxelles, Amman, Ankara, Paris. Même les pays qui ont récemment, sous l'influence de la pression de Trump, normalisé leurs relations avec Israël, comme le Soudan, le Maroc, les Émirats arabes unis ou le Bahreïn, ont condamné la répression et demandé au gouvernement israélien d'arrêter ses provocations contre les habitants de Jérusalem. Les lancements par le Hamas et d'autres groupes islamistes de Gaza de près de 200 roquettes en direction d'Israël, dont la plupart ont été détruites par les batteries antimissiles israéliennes, a conduit certaines capitales à partager les condamnations, les mises en garde et les appels au calme entre Israéliens et Palestiniens. Mais il reste que, sans pour autant passer à l'acte, c'est-à-dire proposer ou même simplement évoquer des sanctions, nombre de capitales ont jugé pertinent de rappeler que l'occupation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est est illégale et condamnée par de multiples résolutions de l'ONU. Il en faudrait bien davantage, évidemment, pour rassurer les Palestiniens, contraints de constater que leur cause a depuis longtemps quitté le devant de la scène diplomatique internationale, éclipsée par d'autres conflits plus sanglants, Syrie, Yémen, Libye, Sahel, et mal défendue par une direction politique fourbue et discréditée de ce qu'on appelle d'habitude de l'autorité palestinienne. C'est peut-être pourquoi, grâce aux réseaux sociaux et à partir de cellules improvisées, autonomes et dépourvus de liens avec les mouvements politiques officiels, les jeunes Palestiniens de Jérusalem-Est sont descendus dans la rue, comme l'avaient fait les parents de certains d'entre eux il y a quelques décennies, pour rappeler que leur combat n'était pas sorti de l'histoire. Ulcérés, donc on peut voir aussi des manifestations de dignité, de demande de dignité, d'appel à la dignité aussi, pour une population qui est piétinée et qui, même sans organisation politique, spontanément a décidé de rester digne, de marcher, quoi. Ulcérés depuis longtemps par la passivité et l'immobilisme de leurs dirigeants qui se sont révélés incapables de trouver une réponse à la politique du fait accompli de Netanyahou, révoltés par l'apartheid de fait auquel ils sont condamnés, les jeunes Palestiniens ont épousé cette nouvelle révolte sans projet politique précis, simplement pour affirmer au pouvoir israélien qu'ils existent et que l'impunité internationale n'autorise pas tout. Et pour dire aux dirigeants de l'autorité palestinienne qui viennent d'annuler les élections législatives prévues pour le 22, en saisissant le prétexte du refus israélien de laisser le scrutin se dérouler à Jérusalem-Est, oui, c'est vrai qu'il y a eu des candidats aux élections législatives qui ont été carrément arrêtés pendant la campagne, que leur légitimité démocratique et leur représentativité vieilles de 15 ans sont nulles. Le problème est qu'apparemment aucune relève crédible ne se profile. En face, où la crise politique qui se manifeste par un glissement continu à droite de l'électorat. Donc en face, le
le corps social en Israël et puis la scène politique en Israël qui se glisse à droite, glissement continu. La crise est profonde, hein. Les prochaines semaines nous indiqueront si le rejet de Netanyahou est un programme politique suffisant pour bâtir une majorité et un gouvernement en mesure d'affronter l'éruption de violence qui embrasse Jérusalem et de proposer des remèdes. En attendant, Benjamin Netanyahou, qui demeure poursuivi pour corruption et va peut-être bientôt affronter la justice de son pays en citoyen ordinaire, guette chaque occasion d'exploiter la dégradation sécuritaire et semble sous-peser les risques et bénéfices, dans sa situation, à lancer une opération massive contre Gaza. Resté fidèle à sa posture idéologique et à sa rhétorique de démagogue messianique, il s'efforce manifestement de rassurer son électorat à toute fin utile. Jérusalem a été la capitale de la nation du peuple juif pendant des milliers d'années, a-t-il déclaré en réponse aux appels à la raison venus de l'étranger. Nous rejetons fermement les pressions qui voudraient nous contraindre à ne pas construire à Jérusalem. Pressions qui, c'est triste, se sont accentuées récemment. Je le dis à nos amis les plus proches, Jérusalem est la capitale d'Israël. Tout comme n'importe quelle nation construit sa capitale et construite dans sa capitale, nous nous réservons le droit de construire Jérusalem et de construire dans Jérusalem. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous continuerons à faire. Donc vous voyez qu'on n'est pas face à une situation de statu quo où jusque-là tout le monde se tenait tranquille. On est face à une situation coloniale qui continue de se déployer, notamment dans Jérusalem, avec ce système d'expulsion-construction, etc. Donc voilà, à toute fin utile, rappeler un petit peu le contexte et pourquoi, voilà, dans les trois positions que je vous ai citées, même renvoyer dos à dos les violences en disant que c'est symétrique, si tu veux, c'est déjà une position qui ne lie pas la situation politique avec honnêteté, quoi. Bref, on va passer au vote. Je vous propose de parler alimentation, parce que... Attends, il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de musique, on va remettre de la musique sympa. Je vous propose de parler alimentation, parce que vous êtes peut-être vous-même des bobos. Peut-être que vous mangez bien, peut-être que vous habitez en centre-ville. Et que du coup, vous trouvez que les pauvres qui se ruent sur le Nutella ou des choses comme ça, c'est navrant, alors que ça coûte pas plus cher de bien manger. Souvenez-vous, qui disait ça, ça coûte pas plus cher de bien manger. Je sais plus si c'est pas Jean-Pierre Coff pour les pubs pour ED ou un truc comme ça. Bref. La camarade Faiza Zerwala de Mediapart propose un article là-dessus précisément. La survenue de l'épidémie de Covid-19 a fragilisé les plus pauvres. Plus que jamais, la question alimentaire se retrouve au centre des préoccupations. Dans l'urgence, il faut pourvoir aux besoins. Merci Coten02. Ah, j'arrive juste à temps pour le vote. En effet. J'espère que ça va parler de tout ou non. Donc, il faut... Voilà. Et les associations essayent autant que possible de ne pas sacrifier la qualité en proposant aux bénéficiaires des produits frais et sains. Donc voilà, l'alimentation, les barrières d'accès à une alimentation saine quand on est pauvre, c'est le titre de l'article de Faiza pour Mediapart. Ah merde, j'ai mis... Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais mis un article de trop, mais non, c'est que j'ai ouvert la vidéo de Benoît Hamon. Quelle idée, quelle idée. Tribune de militaires, le général Lecointre en appelle à la cohésion face aux tentatives d'instrumentalisation. Dans un courrier envoyé le 10 mai à l'ensemble des troupes, le chef d'état-major des armées tente de resserrer les rangs tout en incitant ceux qui souhaiteraient déroger au devoir de réserve à quitter l'institution. Il est pas beau ce général à côté de la statue de je sais pas qui ? On dit pas c'est qui dans la description. Donc comment les armées arrivent à gérer ce truc-là, d'avoir des gens qui sont chauds pour signer toutes les tribunes d'extrême droite qui passent. Comment voilà, ce général Lecointre essaie de recadrer ses troupes sans les froisser. C'est là tout l'enjeu aussi de cette lettre de recadrage. Et c'est pas facile. Ensuite, ça c'était dans Le Monde. Ensuite, derrière le boom de l'apprentissage, des abus et des jeunes à bout. Vous entendez toujours parler de l'apprentissage, on développe l'apprentissage, etc. Bon, bah, où on en est? Si on fait une enquête, Libération a donc fait une enquête, Pauline Achard pour Libération a fait une enquête. Avec 500 000 contrats d'apprentissage signés en 2020, l'alternance n'a jamais été aussi sollicitée. Mais les aides mises en place pendant la crise, couplées à la réforme de la formation professionnelle, attirent aussi les convoitises d'écoles peu scrupuleuses. Donc les dérives aussi de ce truc-là, opportunisme, etc. Où va l'argent de l'État qui veut soutenir, vous savez, un jeune, une solution, hein, parce que chaque jeune est un problème. Voilà, un jeune est une solution. Voilà. Ensuite, vu chez Hanouna. Ah oui, alors là, dans le genre extrême droitisation du champ politique et ouverture de la fenêtre d'Overton, je sais pas si vous êtes tombé là-dessus, mais il y a un syndicat hyper minoritaire, policier en colère, France Police, voilà, il s'appelle France Police.
Vu chez Hanouna, France Police, c'est checkpoint et c'est 3%. Donc 3% c'est pour dire qu'ils sont minoritaires chez les policiers. Mais alors par contre, ils ouvrent la fenêtre d'Overton en grand vers la droite. Là, il n'y a pas de souci. Vous avez peut-être vu ce mec là chez Hanouna, en effet. Comment il s'appelle déjà Bruno Attal. Voilà, Bruno Attal qui a dit des dingueries. Je vais essayer de vous retrouver l'extrait là où il disait des dingueries en face de Taha Bouafs notamment. Je vais chercher ça. Vous l'avez peut-être vu, le mec est énorme. Il est énorme et il dit des aberrations, mais sans trembler du genou. Et sans le début d'une preuve. C'était sur l'agression révélée par... Tiens, voilà, je suis choqué, dit Taha Bouafs sur Twitter. À la sortie du plateau de TPMP, on croise Bruno Attal, justement, qui a enchaîné les horreurs pendant l'émission. Il regarde Tommy, voilà, c'était Tommy, le pseudo de la personne qu'on avait regardé hein, dans la revue de presse du midi. Le mec qui accuse du coup le commissariat, je crois, du 19e de viol. Je sais plus si c'est le 19e. Il regarde Tommy et moi avec un grand sourire et lâche. Tiens, vous êtes là, vous. Je vais aller vérifier dehors si ma voiture est encore là. Hashtag racisme. Non mais Bruno Attal, il est quand même relativement... Ah bah voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, voilà. Version, monsieur, j'y étais pas. Oui. Mais de ce que vous savez. Sauf que ce monsieur, comme d'habitude, arrive sur un plateau télé d'abord. Donc là, Bruno Attal est en face de la victime et de Taha Bouafs qui a fait l'enquête juste à côté. Et voilà ce qui se permet de dire. Attention, c'est hardcore. Pour une victime, moi j'ai travaillé sur les victimes de violences sexuelles. Elles n'ont pas du tout ce comportement. C'est-à-dire que quand on a été violé, je peux vous dire qu'on se balade pas sur les plateaux télé. Je peux vous dire que c'est une vraie souffrance. C'est une vraie souffrance. Oui, mais chacun le ressent comme il veut. Non, c'est pas chacun. Moi, 100% des... Donc en gros, il a aucune preuve. Il accuse l'autre de mentir, voire même de s'être auto-violé. Enfin, c'est vraiment un gros bourrin débile. Mais alors, le pire, c'est ça. On les a vus chez Hanouna et chez Berkoff. Ils veulent installer des checkpoints à l'israélienne, dans les banlieues. Derrière le syndicat France Police se cachent deux figures médiatiques, le policier Bruno Attal et le secrétaire général et ex-frontiste Michel Touris, qui tient une chronique régulière sur Boulevard Voltaire. Mais quelle représentativité pour le syndicat de police, France Police. Donc vous avez peut-être déjà vu ces revendications. Ils veulent en gros qu'on parque les banlieues et qu'on mette des checkpoints. Donc niveau ouverture de la fenêtre d'Overton, on est allé super loin là. On va super loin, mais ils sont reçus sur les plateaux télé. Ah bah tiens, c'est un point de vue intéressant. Pourquoi pas. Voilà, donc un petit article de la camarade Pauline Bock pour Arrêt sur Image revient là-dessus. Et enfin, un petit peu d'histoire, une doctrine victime de ses contradictions, l'inéluctable destin du sionisme de gauche. Pour la 4e fois en 2 ans, l'opposition au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se retrouve confrontée au même blocage. Elle est majoritaire, mais si hétéroclite qu'elle peine à s'accorder. Avec 13 sièges sur 120 au Parlement, la gauche sioniste, incarnée par l'historique Parti travailliste et par le Meretz, semble devoir faire le deuil de son hégémonie d'antan. Thomas Vescovi, il me semble que c'est lui qui était invité d'ailleurs à la matinale de France Culture hier. Et que, bah voilà, vraiment si vous voulez aussi, pareil, comprendre un petit peu mieux la situation, bon l'article de Mediapart était pas mal, mais je vais vous mettre le lien de la discussion qu'il y avait hier dans les matins de France Culture. D'ailleurs le fait de ne pas avoir fait ma revue de presse hier midi m'a permis d'écouter ça. Tac, c'était mercredi, les matins. Les matins, voilà, c'est ça. Mais je vais juste vous mettre le lien vers l'invité des matins. Voilà, les 40 minutes. Israël-Palestine, les dessous du conflit armé avec Alain Dikoff et Thomas Vescovi. Donc Thomas Vescovi, l'auteur de l'article sur l'inéluctable destin du sionisme de gauche dans le monde diplomatique. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez mettre ça pour plus tard. Voilà, c'est 40 minutes de discussion avec les questions de Guillaume Erner, etc. Salut Cucide, salut Abotix. Salut Nefangel aussi pour ton 8e mois. Merci à vous. Voilà, je vous ai mis ça. Mais merci aussi à Marjibi. Donc voilà pour les 5 articles que je vous propose. Et merci Questillon. Et je vais faire le sondage. C'est l'heure du sondage. Vous avez de la chance d'être venu à temps. Et moi, c'est l'heure de ma pause club, du coup. Tiens, je vais mettre 2 minutes maintenant le sondage, comme ça j'ai plus de temps pour la pause club, pour rouler la clope. Alors, on commence par quoi? Donc, je propose la bouffe, alimentation et pauvreté. Je vais mettre alimentation et pauvreté. Je vais mettre aussi, donc, tribune, réponse de l'armée. Voilà, réponse de l'armée.
de l'armée, enfin dégradée quoi, la réponse dégradée, voilà, je vais mettre dégradée. Dégradé face aux tribunes de militaires. Comment tu réponds sans froisser tes troupes. Entre le boom, ouais, derrière le boom de l'apprentissage, voilà, l'apprentissage, comment ça se passe? Moi, je suis jamais allé en apprentissage, donc je connais pas les subtilités du truc, et je ne sais pas exactement, j'ai pas tout suivi non plus, des mesures d'aide, machin, un plan, un jeune, une solution. Ou ensuite, France Police, et ces projets d'apartheid institutionnalisés avec des checkpoints et tout, c'est vraiment hallucinant. Et l'inéluctable destin du sionisme de gauche, donc un article un peu plus histoire pour comprendre. Alors lui, il met une doctrine victime de ses contradictions, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être à la fois un État colonisateur et un État de gauche? C'est une petite contradiction en soi, c'est vrai. Sionisme de gauche. Voilà. Vous avez 2 minutes cette fois pour voter, comme ça moi j'ai bien le temps de rouler ma clope. A tout de suite, je monte un peu la zik. Alors, allons-y. C'est dans quel ordre, du coup, les résultats? On commence par les zinzins de chez France Police, ok. Ensuite, alimentation et pauvreté, l'article de Faiza pour Mediapart. Ensuite, l'article un peu plus long, alors je sais pas si on aura le temps, parce que c'est vrai que l'article est un peu long, il est déjà 13h, sur le sionisme de gauche, l'inéluctable déclin du sionisme de gauche. Ensuite, la réponse dégradée en 4e. Et enfin, l'apprentissage, ça vous intéresse pas trop, vous êtes peut-être un peu trop vieux pour avoir encore accès à ces trucs-là. Bon. Encore une playlist, parce que je suis pas DJ, moi. Moi, je mets des musiques que j'aime bien, moi. Et c'est tout. J'ai pas vocation à être un curateur musical. J'avoue que tout me déprime tellement que j'ai même pas voté. Bah oui, je suis désolé. C'était quoi la zik? Bah alors, c'est quoi la zik? Attendez, je vais vous mettre le lien quand même. Ça, c'est Jun Fukamashi. Voilà. Pourquoi 2 minutes? Bah comme ça, j'avais un peu plus de temps pour rouler ma clope. Salut tout le monde, salut Usul, courage pour la suite. Merci Herbert Léopard, merci Max Devige aussi. Voilà, je vous ai mis le lien de la zik dans le chat. Donc on va commencer par ce qu'on a vu chez Hanouna. France Police et ses checkpoints et ses 3%. Il y aura peut-être d'autres extraits vidéo d'ailleurs, vu que c'est arrêt sur image, ils mettent des fois des petits montages. Donc un article de Pauline Bock sur ces gens qui vont sur les plateaux réclamer qu'on institutionnalise l'apartheid en France.
C'est hyper chaud, c'était inimaginable il y a 10 ans, maintenant ça devient normal, c'est une opinion parmi d'autres, pourquoi pas. On les a vus donc chez Hanouna et chez Berkoff, ils veulent installer des checkpoints à l'israélienne dans les banlieues. Derrière le syndicat France Police se cachent deux figures, mais je veux dire, ils savent bien que ça peut pas passer, que le Conseil constitutionnel peut pas accepter des trucs. Ils le savent bien. L'idée, c'est de repousser encore les limites de ce qui est concevable, quoi, dans l'opinion publique. Derrière le syndicat France Police se cachent deux figures médiatiques, le policier Bruno Attal et le secrétaire général ex-frontiste Michel Touris, qui tient une chronique régulière sur Boulevard Voltaire. Mais quelle représentativité pour le syndicat France Police. Merci Smeu, qui s'est abonné avec le Prime. Non mais je rigole pas, c'est vraiment ça qu'ils vont défendre, je rigole pas. Des checkpoints dans les banlieues. Après la tribune des généraux appelant de leur vœu la guerre civile, publiée dans le magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles, un syndicat de policiers signe une lettre ouverte demandant au président de créer un régime d'apartheid dans les territoires perdus de la République. Et alors vous allez voir que le fait qu'ils le disent et que ça repousse les limites, c'est que d'autres vont le reprendre et vont dire « Ah bah tiens, pourquoi pas ?» C'est ça aussi que ça permet, ce genre de proposition. Ces policiers très en colère proposent pêle-mêle de procéder au bouclage des 600 territoires perdus de la République, y compris avec le renfort de l'armée, en contrôlant et en limitant les entrées et sorties de ces zones par des checkpoints sur le modèle israélien de séparation mis en place avec les territoires palestiniens. Merci Hugo27O. Ainsi que d'adopter en urgence une réforme de la légitime défense pour les policiers et les gendarmes leur permettant d'ouvrir le feu sur tout fuyard. Il recommande donc à Emmanuel Macron de s'inspirer du modèle brésilien et philippin. Les présidents Bolsonaro et Duterte obtiennent d'excellents résultats en ayant donné carte blanche à la police pour reprendre le contrôle des zones de non-droit, conclut Michel Touris, auteur de la lettre, sans préciser que ces excellents résultats sont notamment obtenus au Brésil et aux Philippines par des exécutions extrajudiciaires. D'ailleurs, on pourrait dire que tirer sur un fuyard, c'est une exécution extrajudiciaire. Je le rappelle, hein, la police n'est pas censée punir. La police est censée appréhender, la justice punit. La police ne tue pas, normalement. Elle doit se servir de son arme quand elle est en danger. La nation, alors vous vous dites ils sont dingues, c'est des propositions qui paraissent ouf, mais attendez de voir qui les reprend les propositions. Attendez. La nation est en train de... Attendez, je vais couper la musique aussi. Et vous allez voir si c'est si marginal que ça, et si c'est si ouf que ça, ou s'il faut quand même prendre aussi peut-être un peu ça sérieusement et regarder de près ce qu'il raconte. La nation est en train de se déliter, on est en train de plonger dans la guerre civile, confirme Touris lorsqu'Assis le contacte par téléphone. Et là, il peut le dire avec d'autant plus de facilité qu'il y a eu une tribune des militaires, une deuxième tribune des militaires, et que l'idée commence à s'installer, qu'elle est martelée tous les jours sur CNews. Donc l'idée de la guerre civile qui vient, bon là, jusque-là, là, il est... C'est même pas choquant, quoi. C'est même pas choquant, on a l'habitude. Il cite pour preuve... Donc ce Touris, donc l'auteur de la lettre, il cite pour preuve les attaques quotidiennes contre ses collègues. Une seule solution, selon lui, l'État doit donner les moyens à la police pour aller faire le ménage dans ces territoires perdus, comme donc Bolsonaro et Duterte, qui sont cités dans sa tribune, dans sa lettre là. Merci professeur Truc pour ton deuxième mois. Donc, je vois pas en quoi mettre en place des checkpoints exclut une population... dit-il. Il joue au con en plus. Des exécutions sommaires aux Philippines ? Oh, il hésite. Non, j'ai pas cette information, c'est votre interprétation. Alors, cette interprétation, elle provient d'ONG sur place, lui répond-on. Oh, les ONG sont parfois excessives, mais de toute façon, on ne prône pas une copie conforme, du modèle brésilien ou philippin. Cette comparaison a selon lui pour but de faire passer un électrochoc par cette lettre ouverte. Il déroule un argumentaire imparable. Les dealers tuent nos collègues et sont en train de prendre le contrôle du pays. Si on veut éviter qu'à terme, un régime politique très autoritaire prenne le contrôle et demande à la police et l'armée d'appliquer des méthodes discutables comme au Brésil et aux Philippines, maintenant il reconnaît qu'elles sont discutables les méthodes, avant il disait qu'il fallait les prendre. Vous voyez l'argument, c'est doublement débile quoi. D'abord, où est-ce que tu as vu que les dealers prennent le contrôle du pays ? Moi, je crois pas qu'on ait un président dealer, une assemblée avec les dealers qui commencent à être majoritaires, les dealers majoritaires dans la police. Bon, je trouve que l'extrême droite est en train de prendre le contrôle du pays. Mais bon, admettons, les dealers prennent le contrôle du pays. Si on veut éviter qu'à terme un régime... Alors là, c'est faisons un régime déjà très dur, comme ça évitera un régime encore plus dur. C'est vraiment comme une menace, en fait. C'est vraiment une menace. Si vous nous laissez pas faire ce genre de dinguerie, on fera des dingueries pires, quoi. En gros.
Faudrait peut-être faire quelque chose maintenant et pas laisser la situation s'envenimer. Copier Duterte avant que les dealers ne le fassent, en quelque sorte. Cet argumentaire, Michel Touris l'a également déroulé le 10 mai sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8, où il déclarait que la guerre civile, on y est déjà. Ça, je vous l'avais dit, hein. La guerre civile, pour l'instant, ils disent que c'est à venir, mais à la moindre bagnole brûlée, ils vont dire que ça y est, c'est bon, on y est déjà. Et lui, il y est déjà en mode, ça y est, on y est déjà maintenant. Ça y est, c'est la guerre civile. Bon, bah, si c'est déjà la guerre civile, allons-y. Et le 11 mai, au micro d'André Berkoff, à Sud Radio, où il déclarait que les policiers sont de la chair à canon. Ces comparaisons avec le Brésil et les Philippines n'ont pas empêché la députée européenne Les Républicains Nadine Morano de proclamer publiquement son soutien à cette tribune sur Twitter. Nadine Morano qui dit « Je soutiens ». Et là, vous vous dites... bon, Nadine Morano, c'est Nadine Morano. Mais elle n'est pas la seule. Louis Alliot, numéro 2 du Rassemblement National et maire de Perpignan, a fait de même en se contentant de partager l'article sur Twitter. Sans point d'exclamation enthousiaste, mais l'intention y était. Touris et Alliot sont en effet des connaissances de longue date. En 2011, ils visitaient ensemble plusieurs colonies de logements israéliens illégaux en Cisjordanie, où Touris semble disposer d'un réseau influent. Il dit y aller au moins 2 fois par an, y compris chez des amis derrière la ligne verte, et prétend que la politique d'apartheid, d'imposer la sécurité par la force, du gouvernement israélien a porté ses fruits. On a hurlé au mur de la honte quand Israël a mis une barrière de sécurité entre son territoire et Gaza, sauf qu'aujourd'hui les attentats sur le territoire israélien sont rares. Il dit ne pas voir en quoi mettre en place des checkpoints exclut une population. Ce n'est pas discriminer les gens de ces quartiers, des territoires perdus donc, ce n'est pas discriminer les gens de ces quartiers puisqu'ils sont déjà discriminés par les dealers qui donnent une mauvaise réputation au quartier. Waouh, c'est deep. Merci pour ton taf, Usul. Aux beaux cheveux, mangeons les riches et à bas la méritocratie. Merci, Léa LG. Donc Touris FN, extrême droite israélienne. Comme nous l'écrivions en mars dernier, Touris est un ancien conseiller police de Marine Le Pen qui s'est présenté au municipal sous les couleurs du FN à Nice en 2014. Conseiller municipal à Carros, près de Nice, Touris y a été investi par le FN sous l'impulsion de Louis Alliot, donc son pote. Donc Louis Alliot, justement rencontré à sa sortie d'une émission de Radio Courtoisie, selon Slate.fr. Surtout, Touris n'en est pas à son coup d'essai d'appel à la violence dans les banlieues. Dès 2005, son ancien syndicat, Action Police CFTC, appelait de ses voeux une intervention de l'armée dans les banlieues. Et sa demande de réforme autorisant les policiers à tirer sur les fuyards était déjà présente sur un tract de France Police contre l'article 24 de la loi sécurité globale, sur lequel on pouvait lire Article 24, piège à con, ce n'est pas cette loi qu'il nous faut, mais une réforme de la légitime défense nous permettant de faire feu sur les refus d'obtempérer. Waouh, le fou furieux, quoi. Il n'y a plus la cam. Non mais attendez, je vais la remettre. Merci Lexasline, qui dit salut Usul, et je vais pas lire la suite parce que tu conçois très bien pourquoi je ne peux pas lire la suite. Le Monde notait dès 2011 que Touris est également un proche de l'extrême droite israélienne, ce qui peut expliquer son goût pour le système de checkpoints, et fut militant du mouvement pour la France de Philippe de Villiers entre 1999 et 2005, et son conseiller sécurité entre 2003 et 2004. Ce même Philippe de Villiers qui a récemment appelé à l'insurrection en une de Valeurs Actuelles, qui déplore que la France se défrancise ou parle d'invasion et de colonisation sur RTL ou Europe 1. À titre personnel, Michel Touris ne cache pas son engagement politique. J'ai été conseiller politique de Philippe de Villiers, de Marine Le Pen, nous dit-il, en ajoutant... Putain, je vais remettre la cam. Voilà. En ajoutant qu'il considère que Marine Le Pen, en ratant son débat de 2017, a montré qu'elle n'est pas capable de reconquérir le pouvoir. Une candidature qui l'intéresserait davantage serait celle du général Pierre de Villiers. Je suis tout à fait séduit par son discours, c'est un grand soldat, tout à fait le genre de personne qu'il faudrait pour réconcilier la nation. Le policier Bruno Attal a récemment rejoint les rangs du syndicat France Police, le seul à avoir répondu et à l'avoir soutenu, comme il l'expliquait à Arrêt sur Image en mars, dans son projet de débunker la vidéo de Loopsider qui a lancé l'affaire Michel Zecler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était déjà lui, Bruno Attal, qui avait fait une vidéo pour dire Michel Zecler c'est que du bidon, ouais ok il y a une vidéo, mais non, pas forcément quoi. Merci Rimargo. C'est-à-dire que même devant toutes les preuves, toutes les évidences, voilà, défense absolue de la police et du droit à la police de faire bien ce qu'elle veut. Il était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste chez Cyril Hanouna le 5 mai où il remettait en cause le témoignage de Tommy, violé pendant sa garde à vue au commissariat du 19e arrondissement de Paris, suggérant que le jeune homme s'était blessé tout seul et déclarant qu'une victime de viol ne se balade pas sur les plateaux télé.
Le 9 mai, encore lors de l'hommage au brigadier Éric Masson, abattu lors d'un contrôle antidrogue à Avignon, Attal témoignait au micro de Valeurs Actuelles, donc VA+, c'est leur plateforme vidéo, la vidéo verticale de Valeurs Actuelles avant d'être citée sur le site de l'hebdomadaire. Et il y déplorait que le gouvernement nous considère, donc les policiers, il y déplorait que le gouvernement considère les policiers comme des voyous. Ça, j'aimerais bien voir où, comment. Mais à propos, quelle est la représentativité de France Policier en colère ? France Police, policiers en colère. Alors apparemment, d'ailleurs, ce titre, ils auraient choisi ce nom-là de syndicat parce que justement, c'est ce qui remonterait le plus vite. Quand tu tapes policiers en colère, France, police, machin, c'est ce qui remonte en premier sur Google, d'où le titre d'un syndicat qui a un nom un peu bizarre, France Police, policiers en colère. Astucieux niveau référencement. Merci, Chamit. Le site de France Police revendique être la 5e puissance syndicale du ministère de l'Intérieur avec 9 954 voix aux élections professionnelles et 3 élus en comité technique. Mais selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, aux dernières élections professionnelles, le syndicat a en fait rassemblé 3,12% des suffrages. Le ministère compte 180 659 électeurs et la participation lors de cette élection était de 81,86%, ce qui signifie que le syndicat France Police a en réalité recueilli moins de 5000 voix. 4767 voix très exactement. Merci Julien Péot. Et à bas la bourgeoisie, ça passe? Oui, parce que ça c'est plus métaphorique, oui. Mais j'imagine que tout à l'heure c'était aussi une métaphore. S'il est bien la 5e puissance syndicale, ces 3,12% font pâle figure devant ses concurrents. Le 4e, la CFDT Interco, a obtenu 3 fois son score, donc 9,25%. Surtout, selon les données du ministère, aucun siège n'a été attribué à France Police, policiers en colère, à l'issue de cette élection de 2018. À titre de comparaison, en 2014, France Police plafonnait à 0,95. Ils sont ultra minoritaires, mais ils ont un discours provocateur, explique Jérôme Guigou de Vigie. C'est un sketch. S'ils étaient la première force d'opposition, ça se saurait. Ces 3 élus en comité technique, explique-t-il, ne sont pas des élus étiquetés France Police, mais des syndicalistes d'autres organisations que le syndicat a réussi à débaucher. La réalité... Ah oui, donc ils ont quand même 3 élus en comité technique, mais qui n'ont pas été élus sur la liste de France Police, qui ont été élus sur d'autres listes et qui se sont fait débaucher ensuite. La réalité des faits, c'est que ces gens siègent en leur nom, pas au nom du syndicat. En réalité, France Police n'a pas de siège. Secrétaire national de la Fédération professionnelle indépendante de la police, un autre syndicat de police classé à l'extrême droite, Cyril Aymar-Dunker, indique à Arrêt sur Image que c'est via ces syndicalistes débauchés que France Police parvient à récupérer des documents de travail des comités techniques. Eh oui, parce qu'il en faut, merci Jean Ferraille. Selon Herma Dunker, France Police était microscopique avant de rattacher son nom. Pouf, France Police était microscopique avant de rattacher à son nom le slogan « Policiers en colère ». 6 mois avant les élections professionnelles de 2018. Il a déposé le sigle, qui était le nom d'un mouvement de policiers lancé après l'attaque des policiers de Viry-Châtillon, et ça a créé la confusion. Les collègues, croyant que le mouvement avait créé un syndicat, ont voté pour eux. Maintenant, on ne peut plus utiliser ce nom sans leur faire de la pub. Toris s'en fiche. Il ne s'en cache pas. Les relations de France Police avec les autres syndicats sont extrêmement mauvaises. Les syndicats sont tous macronistes, aux ordres du pouvoir, ils ne peuvent pas nous blairer. La preuve, le communiqué intersyndical appelant à une marche de soutien à la suite des 2 policiers décédés récemment s'est monté sans consulter France Police. Pour Jérôme Guigou, France Police est vu comme un syndicat à la droite de la droite, même à la droite de l'extrême droite là. Aymar Dunker, lui-même à l'extrême droite et cadre au Rassemblement National, les qualifie de pro-gilets jaunes, pro-extrême droite. Ils oscillent selon comment va le vent pour attirer l'attention sur eux. L'étiquette d'extrême droite, Toris s'en défend. Je ne nous considère pas d'extrême droite, cela voudrait dire qu'on a des positions racistes, antisémites, anti-républicaines. Mon secrétaire adjoint est d'origine algérienne, mon trésorier est un harki, l'un des membres est homosexuel et moi je suis juif. J'ai des cathos, des athées, des francs-maçons, on est une auberge espagnole. Une auberge espagnole à la droite, de la droite, de la droite. Voilà. Merci pour cet article. Donc du coup, quand vous verrez France Police, policiers en colère, vous saurez quel genre de fou furieux c'est. Et pour que même les autres syndicats d'extrême droite de la police disent que eux, c'est des vrais fous furieux, c'est que c'est des vrais fous furieux. Et sachez qu'en plus, ils ne représentent pas grand-chose. Et pourtant, le drame, c'est qu'on les invite sur les plateaux, quoi. Et qu'ils peuvent sortir leur dinguerie. C'est ça qui est complètement ouf, quoi. C'est ça qui est complètement zinzin. Bon, maintenant, vous saurez. Une auberge espagnole, mais sous Franco. Bien trouvé, en effet. Et on va passer à la bouffe. Ben oui, les bobos, là. Vous avez choisi la bouffe.
Mais il n'y a pas que des histoires de comment on s'alimente, je pense que ça va aussi parler de pauvreté et de manque de bouffe tout simplement, parce qu'il y a ça aussi dans la crise du Covid. C'est quand même une dimension assez essentielle pour beaucoup de gens. On a beaucoup parlé des files d'attente d'étudiants, mais il n'y a pas que les étudiants qui ont été appauvris, il y a tous les gens qui étaient des travailleurs intérimaires, des gens qui avaient des missions, des CDD, des trucs comme ça qui n'ont pas été renouvelés. Bref, allons-y. Donc c'est un article de Faiza Zerwala qui est paru hier sur Mediapart. La crise sanitaire a agi comme un miroir grossissant sur les failles de la société et a montré qu'une part grandissante de la population peine à se nourrir. Le recours à l'aide alimentaire depuis le premier confinement du printemps 2020 est devenu une condition de survie, comme le rappelle le rapport baptisé « La pauvreté démultipliée », remis au Premier ministre le 12 mai par le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et les exclusions, une instance consultative. Donc la pauvreté démultipliée. Certains ne bénéficiaient pas d'aide alimentaire et ont dû se résoudre à la solliciter après parfois plusieurs jours de jeûne. D'autres, déjà dans ces circuits, ont eu davantage besoin de cet étayage, notamment à cause de la hausse des prix à la consommation. Durant les 2 mois de confinement, le Secours populaire français est venu en aide à 1,27 million de personnes, versus 3,3 millions sur l'ensemble de l'année 2019, soit plus 45% par rapport à la même période de l'année précédente, peut-on lire dans le document, donc le document du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et des exclusions. Puis, les files d'attente devant ces sites de distribution ont perduré. Dès septembre, le ministre de la Santé et des Solidarités a annoncé que le nombre de bénéficiaires d'aide alimentaire de 5,5 millions en 2020 avait atteint les 10 millions. Lors des mois suivants, les difficultés pour se procurer de la nourriture ont perduré, écrivent les auteurs du rapport. Plus que jamais, la question alimentaire se retrouve au centre des préoccupations. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le nombre de bénéficiaires qui est passé de 5,5 à 8 millions. On peut parler d'une vraie explosion de la pauvreté. Et il va falloir aussi une gauche, je parlais de campagne, de gauche, de machin, de projet, il va falloir avoir une vraie réponse contre la pauvreté, l'exclusion, etc. Une vraie réponse sociale massive. Et que ça aussi, ça peut provoquer des déclics, des retours aux urnes, je sais pas. Bref. Bref. Et c'est vrai que c'est un bon indice pour mesurer ça, le recours à l'aide alimentaire. Plus que jamais, la question alimentaire se retrouve au centre des préoccupations. Dans l'urgence, il faut pourvoir aux besoins. Mais les associations d'aide alimentaire essayent autant que possible de ne pas sacrifier la qualité et proposer des produits frais et sains, sans compter que les risques de mourir du Covid-19 sont prévalents pour les personnes en surpoids et obèses, davantage représentées dans les milieux populaires. Donc il ne s'agirait pas de leur donner des trucs de merde à manger en plus. Voilà pourquoi Huguette Boissonnat du département santé d'ATD Quart Monde et co-rédactrice de l'ouvrage « Se nourrir quand on est pauvre » souhaite surtout promouvoir une action plus durable pour l'alimentation des plus pauvres à travers des actions de sensibilisation sur la question. Ces situations ne sont pas nouvelles. Durant ces longues années de militantisme, elle a vu pléthore de parents se priver de nourriture pour leurs enfants et que beaucoup essaient de faire au mieux. Elle raconte ces familles qui consomment des plats tout prêts, faute d'électricité pour cuisiner. Il y a aussi ces mères qui font des ménages à droite et à gauche et nourrissent leurs enfants au mieux avec du thon et des chips qu'ils pourront consommer seuls et des aliments sucrés pour les réconforter. Bah oui, ça c'est intéressant ça. Pareil, on peut penser aussi en termes d'espace, de surface, de vivre dans un petit logement, etc. Ils n'ont pas les grandes cuisines des bourgeois pour se faire des petits ateliers. Alors j'ai pris 3 poireaux, un peu de béchamel, machin, et puis on va y passer une demi-heure. Quand t'as ni le temps ni l'espace pour cuisiner, tu cuisines moins. Et pour compenser le fait que tu donnes un peu de la merde, tu compenses avec des aliments sucrés pour les réconforter. D'autres achètent des soupes toutes prêtes pour pourvoir aux besoins en légumes de leurs enfants. Huguette Boissonnat se souvient aussi de cette mère qui, croyant bien faire, achète du jus multivitaminé ultra sucré, arguant que tous les fruits à consommer dans une journée sont contenus dans un verre. Bah oui, si c'est un multifruit, ça veut dire qu'il y a 7 fruits dedans. Donc c'est bon, ils ont eu leurs 7 fruits et légumes par jour. À chaque fois, il faut expliquer que ce n'est pas le mieux et trouver d'autres solutions abordable. Merci Lamiche pour le Prime. Serge Ekberg, professeur de nutrition à l'université Paris 13, et j'ai du mal avec les chiffres romains, faut cancel les chiffres romains. À l'université Paris 13 et concepteur du Nutri-Score, ce système d'étiquetage nutritionnel, connaît par cœur ces problématiques de santé publique. L'épidémie de... Parce que, je ne sais pas si vous voyez pourquoi on parle de santé publique aussi. C'est-à-dire que tous les surcoûts liés à une mauvaise alimentation
c'est aussi derrière des gens qu'on va retrouver dans des situations de santé délicates, avec des problèmes cardiaques, avec des machins, parce que soit le surpoids, soit l'alimentation mauvaise de toute façon te met dans une mauvaise santé, et que voilà, c'est un problème de santé publique, c'est pas seulement un problème de responsabilité des uns des autres, et puis de toute façon ils se démerdent, s'ils prennent du poids c'est pas grave, ou je sais pas quoi. Faut aussi le voir comme, voilà, faire de la prévention, et aider les gens à mieux s'alimenter. Je pense que pour ça, moi j'aurais aucun... scrupule à ce qu'on ait des politiques publiques par exemple d'interdiction d'un certain nombre de publicités pour les produits les pires, voilà. Mais bon, il ne faut pas bousculer le marché, vous savez bien, et vous savez aussi que le secteur de l'agroalimentaire est un secteur qui est très mobilisé, avec un lobby très fort, donc c'est très très dur en fait d'agir sur ces trucs-là. L'épidémie de Covid-19 a mis en évidence le lien entre milieu social et le surpoids ou l'obésité qui frappe davantage les milieux populaires, lesquels ont moins accès à une alimentation de bonne qualité car ils ont moins d'opportunités de se la procurer. Quand vous faites attention à votre budget à 5 centimes près, il est plus difficile d'avoir accès à des aliments de bonne qualité, il est plus difficile pour eux d'atteindre un équilibre nutritionnel qui diminue le risque de surpoids. Merci Fidel Bill. T'imagines, plus de pub McDo, mais c'est ça en fait, tu demandes aux gens, allez, vous êtes libres de faire votre choix d'alimentation, démerdez-vous, alors que dans la société, ils sont matraqués tous les jours par des messages publicitaires qui leur disent, quand ils regardent Koh-Lanta, d'acheter des Cornetto, des Magnum, des machins, des conneries, des Mars, d'acheter Uber Eats, Deliveroo. Bon, alors là, c'est un peu moins un problème pour les classes pop qui ne s'offrent pas ça en général. Mais voilà, pub pour Coca, pub pour partout, c'est au point que tes enfants te réclament ces trucs-là, tes enfants te réclament les trucs les plus sucrés, le Nutella évidemment, et voilà, et la puissance publique peut pas faire grand-chose, si ce n'est, ils ont bataillé, hein, vous savez, pour rajouter le petit bandeau en bas, pour votre santé, manger équilibré, les fruits et légumes, machin, mangerbouger.fr. Rien que ça, ils ont bataillé pour obtenir ça. Vous doutez bien que le secteur de l'agro-industrie était pas super chaud pour qu'on mette sous des pubs, attention, ça c'est pas bon pour la santé, quoi. Corbeau 1982, merci à toi donc. Et tu bois du coca en lisant l'article. Oui, c'est vrai. Et alors, moi je fais bien ce que je veux. Je suis en train de vous parler de politique publique, pas de comportement individuel. Vous avez compris la nuance ? Le Nutri-Score, il y a un Nutri-Score là-dessus ou pas ? Il n'y a pas de Nutri-Score. Si, déclaration nutritionnelle. Le problème c'est qu'on comprend rien. Ah si, il y a le nombre de calories, oui. 450 calories ? Ouais, je comprends rien. Ouais, je comprends rien, voilà. À un moment, il était question de mettre un Nutri-Score, je crois qu'il y avait un cache investigation là-dessus, de mettre un Nutri-Score, mais vraiment en gros, qui irait... alors je crois qu'en plus, ils l'ont changé il n'y a pas longtemps, les trucs, là. Des produits qui étaient en D sont passés en C, mais qui mettraient en gros les mauvaises notes sur le produit, quoi. Bah évidemment, ils ont été contre. Ça veut rien dire les calories, mais je sais bien, je te dis juste que je sais pas lire l'étiquette, moi. Je sais même pas ce que c'est la différence entre les glucides et les lipides. Je crois que les glucides c'est les sources, c'est les sucres, et les lipides c'est les graisses, mais je vois pas ce que ça change. Merci Gema93. Le Nuke Cola c'est mieux. Il paraît que le Nutri-Score n'est pas fiable. Bon, je vais continuer l'article. En tout cas, le Nutri-Score, c'est Serge Ekberg qui l'a inventé apparemment. Ça, on l'a lu. S'il est établi qu'une alimentation défavorable renforce le risque d'avoir des maladies chroniques, le médecin estime que les freins pour une alimentation saine et durable sont multiples. L'éducation et l'accès à l'information sont des données primordiales. Les plus pauvres, comme 95% de la population, savent évidemment qu'il faut manger des fruits et légumes, mais leur inaccessibilité économique freine tout. Mais le coût des aliments n'est pas la seule donnée expliquant la mauvaise alimentation des plus modestes. La nourriture joue aussi un rôle de béquille émotionnelle. Des parents vont être heureux de parvenir à offrir à leur enfant des bonbons et autres sucreries. Les plats transformés sont vus comme plus rassasiants et plus faciles à préparer, et ils sont à la portée de tous. Rappelons la variable temps. La variable temps libre, temps à disposition. Vous voyez bien que c'est pas pareil de quand t'es une mère mère célibataire, qui doit enchaîner avec le boulot, etc. T'as un petit peu moins de temps pour faire mijoter un truc tout l'après-midi, quoi. Dans les quartiers populaires, il n'y a pas forcément de commerce ou de marché
accessible. Par ailleurs, il faut aussi composer avec l'implantation massive de chaînes de fast-food qui proposent hamburgers, sandwichs grecs et autres tacos avec leur sauce à haute teneur calorique. Serge Ekberg explique qu'il s'agit de la seule offre valorisante et que ces aliments ont tendance à bien remplir l'estomac et à tenir au corps. Ils sont donc plébiscités. Oui, vous voyez bien ce que c'est quand tu es... vous avez été étudiant ou je sais pas quoi. Moi, je sais que mon réflexe, quand j'avais pas beaucoup de thunes, c'était mon resto, c'était le kebab. Ou le McDo, et le McDo était plus cher que le kebab. Donc mon réflexe, c'était kebab pour 6 euros, à l'époque, quand j'étais jeune, pour 6 euros, j'ai plus faim. Et j'ai plus faim pendant 5-6 heures, nickel, quoi. Et c'est ça le resto. C'est le seul resto possible. Et t'as envie de t'offrir ça de temps en temps, c'est normal. T'as envie de t'offrir un resto, de bouffer dehors de temps en temps, même quand t'as pas énormément de revenus. C'est normal qu'on puisse le faire, quoi. Mais c'est pas les trucs les plus rassasiants. McDo, c'est ultra cher quand t'es étudiant. Ouais, c'est ce que je disais, ouais. Parce que McDo, pour plus avoir faim, c'était plutôt vers 10-11 euros. Le kebab, c'était beaucoup moins cher. Je pense que c'est encore aujourd'hui pareil avec les tacos et compagnie. Je me demande même si McDo a pas continué à monter ses prix. Je crois que c'est vachement cher maintenant, McDo. Bref. Donc dans les quartiers populaires, il n'y a pas forcément de commerce. Les restos, donc voilà, les restos, si tu veux bouffer un peu dehors, vite def, te faire plaisir, et bah c'est le moins cher, c'est toujours des trucs hardcore niveau nutritionnel. Serge Ekberg reconnaît aussi qu'un travail a été réalisé par les associations d'aide alimentaire qui ont beaucoup amélioré leur offre. Avant, explique-t-il, la quantité primait surtout. Mais désormais, un intérêt réel à la qualité nutritionnelle des colis est apporté. Dans les cantines scolaires aussi, souvent le seul repas équilibré des enfants de familles pauvres, une attention particulière est désormais portée au contenu des assiettes. Les cantines scolaires, c'est vachement important. Ouais. C'est problématique. Sébastien Tolo, secrétaire national du Secours populaire, chargé des questions alimentaires et responsable du département du Rhône où 130 000 personnes bénéficient de l'aide alimentaire, les a bien en tête, ces problématiques. Donc le gars du Secours populaire. Il est persuadé aussi que les personnes pauvres ne sont pas condamnées à mal manger. D'où la volonté de l'association de développer des modules de prévention autour de la question alimentaire. Conscient des... Mais voilà, c'est ça encore. Tu vas faire un peu de prévention chiante. Prévention un peu à l'école, prévention un peu là où on a des espaces pour faire un peu de prévention et d'éducation à l'alimentation ou je sais pas quoi, avec des petits conseils pratiques et tout, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça pèse par rapport au matraquage publicitaire ? Qu'est-ce que ça pèse sur l'inconscient, sur le... Voilà. Tout ce que ça va faire, c'est que des gens, et ils le disent d'ailleurs dans l'article, les gens savent qu'ils mangent mal. Mais ils mangent mal quand même. Merci Sofa Rébellion. C'est pas férié aujourd'hui. Bah, pour moi, c'était férié hier. Aujourd'hui, c'est pas férié. Voilà. Il est loin le temps des kebabs à 20 francs. Ah, j'ai jamais acheté de kebab en francs. Moi, j'étais trop jeune. Donc les gens, voilà, si tu fais de la prévention, assez souvent les gens vont savoir qu'ils mangent mal, mais est-ce qu'ils auront vraiment les moyens, et puis est-ce qu'ils n'auront pas envie de continuer à manger les saloperies dont on les matraque, voilà, à la publicité, dans la rue, à la télé, à la radio, etc. quoi. Donc prévention. Conscient des critiques de certains vis-à-vis de l'aide alimentaire et des colis tout préparés, il considère que celle-ci doit être considérée comme une passerelle vers l'émancipation. Les situations sociales qu'il appréhende sont diverses et les problématiques différentes. Les personnes sans ressources, celles qui se situent à l'orée de la pauvreté et qui perçoivent un petit salaire, celles qui ont entamé un parcours migratoire et ont été déboutées du droit d'asile, les personnes hébergées ou vivant en squat ne vont pas avoir les mêmes besoins ou possibilités. Mais une seule préoccupation prévaut dans ces cas. Comment fournir une alimentation de la meilleure qualité possible malgré les contraintes financières ? La question qu'on se pose, donc nous dit ce responsable du Secours populaire, à Marseille je crois, non, je sais plus, dans le département du Rhône, donc pas à Marseille normalement, non, bah plutôt chez nous, c'est chez nous le Rhône, c'est Lyon. Mais une seule préoccupation prévaut dans ces cas-là, donc comment fournir une alimentation de la meilleure qualité possible malgré les contraintes financières, et lui il répond, la question qu'on se pose est de savoir comment elles peuvent avoir accès à des produits plus sains, de meilleure qualité et accessibles. On fait avec ce qu'on peut. Depuis 1 an et demi, par exemple, on s'est rapproché de producteurs locaux pour avoir des fruits et légumes, soit tout au long de l'année ou à certaines périodes de l'année. On fait des choix avec notre budget qui est de 50 000 € par an pour 10 comités pour assurer toute l'année des produits. On essaie d'agir dans le cadre de produits sains qu'on décide de payer au prix de producteurs et de les reproposer aux personnes qu'on accueille. Chacun aura 2 ou 3 légumes, 2 ou 3 fruits. Vous voyez, c'est peut-être pas un souci qu'on avait il y a 10 ans, mais c'est bien que ça commence à... Enfin, je veux dire que même dans l'aide alimentaire, on commence à se dire, même l'aide alimentaire, il faut qu'elle soit la meilleure possible, quoi. Et pourquoi on n'a pas de cours de nutrition à l'école, apprendre ce que sont les glucides, lipides et protéines ?
Quand on voit ce que les gens disent à propos de ça, il y a vraiment beaucoup de taf à faire et ça nous aidera à réfléchir, comprendre ce que c'est que de bien manger. Ben oui, mais pareil, à l'école, on a des cours qui nous disent qui nous racontent le cycle de l'eau, qui nous parlent de la pollution des océans, qui nous parlent du réchauffement climatique. Des cours ou des ateliers ou des semaines spéciales sur la pollution. Moi j'ai eu ça même quand j'étais gamin dans les années 90. J'avais un truc sur le tri sélectif, le recyclage, pourquoi il faut. Voilà. Merci Elliot Dust qui dit le peuple a faim. Merci aussi à The Git. Mais l'autre fois, qu'est-ce que je regardais? Ah oui, je regardais Top Chef l'autre fois. Je regarde pas Top Chef d'habitude, mais là je regardais Top Chef parce qu'il y avait Barbara Pompili qui est passée à Top Chef. Et donc exceptionnellement j'ai regardé Top Chef. D'ailleurs j'aime pas moi Top Chef, enfin bon je l'ai déjà dit, on va pas développer sur Top Chef ni sur Barbara Pompili, si ce n'est que je regardais parce que je me disais tiens pourquoi pas, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là, on va regarder. Et puis j'ai vu les pubs qui passaient. Je crois qu'à un moment ça a enchaîné plusieurs pubs pour des SUV de suite. C'est-à-dire t'as une émission qui essaie de faire on va dénoncer les marées noires, on va dénoncer la pollution, je sais pas quoi, et le réchauffement climatique, entre des pubs pour les SUV. C'est pas possible ça. C'est la même chose. Tu peux faire de la sensibilisation autant que tu veux, si tu laisses le capitalisme s'exprimer partout, matraquer ce que lui a envie de vendre, a besoin de vendre ou a envie de vendre, tu peux faire autant de prévention que tu veux. Deuxième mois, ravi de prolonger avec vous, merci. Canoulika, vous avez vu les chiffres de vente des SUV? Ça marche de ouf, les SUV. Je sais plus, je crois que c'était 40% des ventes de véhicules en France. Mais il n'y a pas 40%. Alors le SUV, vous savez ce que c'est, hein? C'est un 4x4, en gros, c'est 4 roues motrices, il me semble. C'est une sorte de 4x4 urbain, quoi, un petit peu plus... un petit peu moins mastoc, un petit peu moins... Oui, c'est ça, c'est un espèce de 4x4 urbain qui consomme de ouf. De ouf, et ça consomme de ouf parce que c'est plus lourd. Vous voyez, un véhicule qui pèse 2 tonnes de plus qu'un autre véhicule, vous voyez bien que du coup il consomme plus pour se mettre en route, quoi. Et bah ça marche de ouf. SUV, c'est pas un véhicule utilitaire? Non, les utilitaires, c'est genre les Renault Trafic, les petites camionnettes, c'est ça les utilitaires. Non, SUV, c'est une grosse voiture avec des moteurs, quoi? Le SUV, c'est une grosse voiture avec des moteurs de Clio. Bah ça roulerait pas comme ça avec un moteur de Clio, c'est trop lourd pour un moteur de Clio. Non, il y a que 2 roues motrices, c'est même pas un 4x4. Bon d'accord, mais c'est qu'en fait c'est plus haut. C'est plus haut, donc tu te sens bonhomme quoi au volant d'un véhicule plus haut. C'est la distinction quoi, c'est la distinction. SUV ça veut pas dire grand chose. Les dernières Panda 4x4 est classée SUV. Bon, écoutez, peut-être que ça veut rien dire, mais enfin, en tout cas, ça consomme plus que les véhicules de taille raisonnable. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Attendez, hop, Coca. Oula. Moi, je connais pas trop les bagnoles, hein, d'accord, ok, mais enfin, arrêtez d'acheter des SUV quand même, ça, j'ai quand même compris, tu vois. Enfin bon, bref, de voir l'hypocrisie de faire un truc de Top Chef sur l'écologie entre des pubs pour les SUV, je trouvais ça hallucinant, quand même. Et c'est pour ça que toute la prévention du monde, tant que les autres continuent à matraquer leurs messages publicitaires, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Dans la société ingouvernable, me dit Bolchegeek, tu vois que pas mal des campagnes de prévention sur la pollution, sur les petits groupes individuels, viennent des grandes marques polluantes, Coca, les producteurs de canettes jetables, pour contrer les demandes de régulation. Bien sûr, mais bien sûr. Ça c'était, je le conseille toujours, ce cache investigation sur le plastique, qui ont montré comment les grandes filières, en effet, les grandes filières, matraquent sur la responsabilité individuelle, financent même des fois des campagnes de ramassage de déchets plastiques, machin, en disant qu'on est tous citoyens, tous pour la planète, pour éviter qu'on les régule directement. C'est beaucoup plus simple. Tu as le droit de dire que tu ne sais pas. Par rapport au SUV ? Bah, je l'ai dit que je savais pas pour le SUV. Je sais que c'est des grosses bagnoles, quoi. Et que ça consomme plus. Ouais, Coca, Nestlé, etc. Ah, il était bien le cache investigation. Je sais pas s'il est encore dispo sur le site. Bref, on repart sur l'alimentation. Au comité de Clermont-Ferrand, par exemple, un producteur vient de proposer directement ses produits à prix modique, ce qui est bien accueilli par les bénéficiaires. Merci, Calenda. Et vous voyez bien que pour le secteur de l'agroalimentaire, c'est pareil.
Hein, s'ils veulent continuer à nous vendre leurs produits transformés, etc., ils ont tout intérêt à matraquer à côté des trucs de responsabilisation, en fait. Manger, bouger, c'est aussi ça que fait le gouvernement, hein, manger, bouger, manger mieux, manger mieux. Manger mieux, donc c'est à nous de nous responsabiliser, parce que c'est nous, c'est nous qui allons faire changer le marché si on change de désir. De comment on veut consommer. Le problème, c'est qu'on ne peut pas changer de désir tant qu'on a un environnement de création des désirs qui est aussi occupé par les capitalistes, quoi. Qu'est-ce que tu nous dis ? Il faudrait faire de la prévention également sur comment fonctionne la publicité dans le cerveau. Ainsi, ça pourrait désamorcer légèrement cette prise de conscience. Non. On sait tous comment marche la publicité dans le cerveau. Elle marche quand même. Même si on sait comment ça marche. C'est pas, encore une fois, là, t'es sur un truc de responsabilisation. Donc là, il faudrait même responsabiliser les gens sur « Attention, ne vous faites pas avoir par la pub. » Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Moi, le fait est que quand je pense VPN, je pense à NordVPN. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait de la pub. Je sais que c'est parce qu'ils ont fait de la pub, mais pour autant, dès que je pense VPN, je pense NordVPN. Ils ont gagné. Donc on peut me responsabiliser comme je veux en me disant « Ah, je sais que c'est de la pub. Hein. » Merci Aline Maginot. Le fait est que ça marche, la pub. Sinon, ils ne le feraient pas. Faut interdire les pubs. Bah voilà, là déjà c'est peut-être un peu plus... voilà. Merci pour ton travail et les articles de qualité proposés. Merci Geek Funky Girl. Et en plus, NordVPN c'est nul. Est-ce qu'il faut interdire la pub ? Bah ouais. Bah va falloir interdire la pub pour un certain nombre de trucs, ouais. Bref. Au comité de Clermont-Ferrand, on revient à Clermont-Ferrand, donc il y a un producteur qui vend ses produits à prix modique, hein, pour le secours populaire, on est toujours sur le secours populaire. Sébastien Tolo explique que les comités veillent aussi à proposer des œufs, un produit onéreux pour les plus modestes et fort réclamé car ils sont source de protéines, et qu'il est possible de les cuisiner de plusieurs façons. Le secours populaire récupère aussi des fruits et légumes moches, mal calibrés mais bons. Ces produits arrivent et ils ne sont pas en fin de vie. Ça fonctionne très bien car récupérer les rebuts peut être mal vécu, mais en même temps, ça répond à l'enjeu. Enfin, la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire permet aussi aux associations de faire de la ramasse dans les grandes surfaces des produits qui vont être gâchés autrement. Huguette Boissonnade d'ATD Carmonde considère que l'aide alimentaire ne doit relever que de l'urgence et aimerait que ces bénéficiaires aient plus de choix et que leurs contraintes soient mieux respectées et que des dispositifs plus dignes, plus durables, inscrits dans la loi permettent à tous d'être nourris convenablement. Si ça vous intéresse, il y a évidemment l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation qui est portée notamment par le réseau Salariat, qui est très intéressant et qui permettrait aussi de... Je vais regarder s'il y a un article dessus. Leur sécurité sociale de l'alimentation, là. Donc, vous savez, c'est les copains de Frio, hein. Bon, je vais taper sécurité sociale de l'alimentation parce que sur le site, je trouve pas... Hop, si vous voulez fouiller là-dessus... Ah, il y a même un site, Sécurité sociale de l'alimentation. Ingénieurs sans frontières, ils sont pour. Créons une sécurité sociale de l'alimentation. Il y a un article de Reporter qui est une tribune de paysans, agronomes, citoyens. Voilà, bon. Je ne sais pas si c'est le projet exactement de Réseau Salariat. Non, il ne le cite pas dans le truc. Mais enfin bref, ça c'est des pistes. En tout cas, c'est des pistes sur Reporter. Je vais vous mettre l'article de Reporter. C'est peut-être pas exactement le projet de Frio. Mais voilà, en tout cas c'est ce que dit Huguette Boissonnade à TD Carmonde. C'est-à-dire l'aide alimentaire ça doit être de l'urgence, ça peut pas se pérenniser, on peut pas faire ça. Ou alors il faut en faire un vrai système d'aide, c'est-à-dire déclarer que les gens ont droit à ça, donc créer un droit à la bouffe ou une sécurité sociale de l'alimentation, pourquoi pas. C'est pour cette raison qu'elle s'est engagée avec Pays Terre de Lorraine dans le projet alimentaire territorial, le PAT, pour un programme intitulé Se nourrir lorsqu'on est pauvre, l'alimentation digne et durable, l'accès digne et durable à une alimentation de qualité, un vecteur de cohésion sociale et de citoyenneté. Cette démarche, récompensée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en 2019, a permis d'expérimenter un panier d'aliments sains et locaux pour 57 € par mois. Concrètement, 150 familles ont eu accès à des fruits et légumes de qualité à prix abordable grâce à des achats groupés de surplus de production, des producteurs locaux et à des dons. Ça permet de court-circuiter les grandes centrales d'achat, le secteur aussi de la grande distribution, etc. Ah bah tiens, il y a des... Arrêtez de m'envoyer des DM pendant que je stream.
voyez, moi j'ai des trucs qui s'affichent, j'ai des alertes. Arrêtez de me DM pendant que je stream. Et surtout, si c'est pour m'emmerder sur le modérateur il m'a viré, machin, tout ça, c'est pas mon problème. Vous vous démerdez avec les modérateurs directement. Je peux pas faire tout en même temps. Et même si vous m'importez des informations supplémentaires, là par exemple, Cofrap me dit: Salut Usul, tu as entendu parler de la sécurité sociale alimentaire? Oui. Ça aurait été très bien dans le chat, ça aussi. Évitez les DM, c'est vraiment casse-couille, parce que j'ai des alertes qui s'allument et c'est pété. Arrêtez de faire ça. Bref. Faut engueuler son chat de temps en temps, faut se faire respecter, bordel de merde. Cette démarche, donc récompensée par le ministère, donc ça on l'a déjà dit. Dans cette expérimentation, donc le panier à 57 € là, qui court-circuite du coup les centrales d'achat et la grande distribution pour faire du producteur un machin avec un peu de subvention vu qu'il y a des dons. Dans cette expérimentation, il a été établi que les œufs sont difficiles d'accès pour ces familles et que la viande et le poisson sont hors de portée. Les fruits ne sont pas accessibles. 1 kilo de pommes reste plus cher qu'une compote trop sucrée. Des idées nées lors de cette expérimentation n'ont pas pu être mises en œuvre. Merci Fléau27. Oui, je dis DM, je voulais parler des gens qui me parlent directement en chat Twitch. Vous voyez, qui viennent me... Voilà, c'est ça les DM. Les DM, c'est sur Twitter sinon. Bref. Sinon je vais vous bloquer, voilà. Les prochains qui me DM, je les bloque. En tout cas, s'ils le font pendant le stream. Vous pouvez le faire avant, après, mais voilà. C'est une nouvelle règle. Attention, nouvelle règle. Merci Lirtis qui me dit: très fier d'apporter ma pierre à l'édifice. Continuons. Merci à toi. Faut pas engueuler Mémé. J'ai pas engueulé Mémé. Elle est où Mémé? Elle est là, Mémé. Je l'ai touchée, elle a fait mon... Vous l'avez entendu? Donc, on finit l'article, là il est 40, on va pas avoir le temps de... Si, on va avoir le temps d'aller à la fin, mais on n'aura pas le temps de regarder le suivant, hein, je suis désolé. Donc, certaines idées nées de cette expérimentation n'ont pas pu être mises en œuvre. Les familles ont tout de suite souhaité, par exemple, acheter du bio. Impossible en France. Alors elles se sont tournées vers l'Allemagne voisine, où les produits sont plus abordables. Mais sur le long terme, cette méthode n'était pas viable. Huguette Boissonnat considère que ce changement de direction n'est pas si grave. Selon elle, il faut faire attention aux injonctions et prendre du recul. Alors, il a été décidé de se passer du bio, mais de ne pas faire l'impasse, mais pas de faire l'impasse sur une alimentation de qualité. Pour étendre ce genre de dispositif à plus grande échelle, Huguette Boissonnat explique qu'il faudrait plus de moyens et surtout reconnaître le concept de précarité alimentaire. Nous avons commencé à y réfléchir et nous voulons monter un observatoire de la précarité alimentaire. Pour le moment, on évalue le nombre de précaires selon le tonnage de l'aide alimentaire distribuée. Or, dans ces cas-là, on ne prend pas en compte cette femme qui se prive de manger car elle a honte de se rendre à l'aide alimentaire. Elle est précaire, mais elle n'est pas comptabilisée. Il y a aussi dans les territoires et villages tous ceux qui sautent un repas. Il faut les identifier et qu'ils ne soient plus en dehors des radars. Donc elle veut créer un observatoire pour observer ça parce que le simple recours à l'aide alimentaire ne mesure pas les vrais besoins. Il y a des gens qui ont besoin mais qui n'ont pas recours. Elle soutient aussi l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation, à condition que les bénéficiaires puissent décider de ce qu'ils mangent. C'est dans le projet de Friot. Hein. Ça, le truc de décider ce qu'ils mangent, ça va de soi. Hein. On n'est pas obligé de tout flécher vers l'alimentation qu'on considère comme être bonne. Plus largement, nos interlocuteurs considèrent qu'il faut miser en parallèle sur l'éducation à l'alimentation car elle n'est pas innée. Hors pandémie, à Lyon, le Secours populaire a mis en place des ateliers de prévention sur la santé et des ateliers de cuisine 2 fois par mois. La situation sanitaire a mis un coup d'arrêt à leur tenue, mais un stand a été installé pour expliquer quels produits privilégier. Les bénéficiaires n'ont aucune contrainte de les suivre, car dans une volonté de ne pas les infantiliser, ils peuvent s'y arrêter en étant venus pour toute autre chose. On peut estimer que ces actions ne sont pas assez importantes, mais c'est pas la même chose pour la personne qui reçoit, juge Sébastien Tolo, du Secours populaire. Il dit oui, c'est peut-être pas ouf, mais... Voilà quoi. Huguette Boissonnat est favorable à ces ateliers à condition qu'ils soient adaptés et puisent dans les connaissances et les cultures des personnes. Oui, que ce soit pas un truc complètement vertical où tu prends les gens pour des cons et où tu leur dis voyez, vu que vous êtes bêtes, je vais vous expliquer. Alors ça c'est un brocoli. Voilà. Donc il est dit qu'il faut aussi partir aussi des connaissances et des cultures des personnes. Il faut renverser ces ateliers. On va apprendre à des dames à cuisiner le chou-fleur alors qu'elles sont habituées à faire des ignames. Il faut s'inspirer de leurs recettes, c'est du bon sens. Il faut aussi parvenir à reconnaître dans la jungle d'un supermarché les aliments les moins gras et les moins sucrés et salés. Comprendre une étiquette avec des ingrédients à rallonge, plus ou moins codés et obscurs, relève de la gageure. Vous voyez, comme moi tout à l'heure devant mon étiquette de Coca-Cola. Dans une idée d'universalisme proportionné, ce serait efficace pour tout le monde. Le Nutri-Score permet d'un simple coup d'œil de comparer les aliments d'une marque à l'autre pour un même produit, car il peut y avoir des différences de composition.
Voilà pourquoi Serge Ekberg a milité avec d'autres pour l'instauration du Nutri-Score, cette indication placée sur les emballages qui distingue ceux qui présentent une meilleure qualité nutritionnelle. Lorsque cela a été proposé en 2014 à la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, l'industrie alimentaire s'est élevée et a voulu faire échouer ce projet qui les contraignait à la transparence. Sans succès. Même si une frange d'entreprises agroalimentaires continue de résister, Coca-Cola ou Ferrero en tête. Merci Motamirg, c'est juste pour l'emote, promis. Merci à toi. C'est un problème d'information générale, insiste le médecin. Il faut continuer d'expliquer qu'un légume frais, c'est mieux. Mais s'il est surgelé ou en conserve, c'est bien aussi. Hélas, l'offre alimentaire qui fait l'objet de promotion est souvent celle qui a un faible intérêt nutritionnel. Les prix sont tellement bas qu'ils attirent mécaniquement les plus modestes. Les viennoiseries sont soldées par lot de 10, mais pas les légumes et fruits. Sans compter que le marketing touche les populations de faible niveau socio-économique. Serge Ekberg plaide donc en faveur de l'interdiction de la publicité entre 7h et 22h pour ces produits mal notés dans le Nutri-Score car les enfants sont très poreux à ces messages. Tiens, vous voyez, il finit par dire comme moi, Serge Ekberg, qu'il y a un truc à faire sur la publicité. En contrepartie, le médecin aimerait que les filières produisant des fruits et légumes soient subventionnées et celles qui au contraire fabriquent des produits de moins bonne qualité nutritionnelle soient plus taxées. Il faut que je me mouche. Ah bah je vais couper le... Désolé. Alors, pour aider les plus défavorisés, là encore le médecin imagine qu'un système de coupons sur le schéma des tickets restaurants mais version fruits et légumes pourrait desserrer des freins financiers et ainsi améliorer l'alimentation des plus modestes. Il aimerait aussi que l'offre se développe dans les quartiers les plus isolés. Si on installait supermarchés vertueux dans les cités avec l'aide des municipalités, je crois qu'il manque un article là, si on installait des supermarchés vertueux dans les cités avec l'aide des municipalités, cela pourrait fonctionner. Mais là encore, il faudrait un investissement réel et important des pouvoirs publics, il faut des mesures politiques et indépendamment des associations d'aide alimentaire. On est d'accord, parce que l'alimentation de l'offre ne dépend pas des individus, mais de l'État. On pourrait dire que toutes les familles monoparentales bénéficieraient de ça. Ça a un coût, mais l'idée est de dire on taxe les mauvais produits et ainsi on réinjecte l'argent collecté dans ces chèques et ce dispositif n'est pas humiliant ou infantilisant pour les bénéficiaires. Eh ben, je suis bien d'accord avec la conclusion de cet article, il y a une responsabilité de l'État. Tu peux pas te contenter de juste multiplier les injonctions aux pauvres, partir du principe que s'ils s'alimentent mal, c'est parce qu'en fait ils n'ont pas la culture de la bonne alimentation et qu'il va falloir leur apprendre. Un grand merci pour ton travail d'explication de la politique et des sciences sociales, me dit Svana. Ayant suivi un cursus purement médical, j'ai tout à apprendre dans ces domaines. Et voilà. Mais de rien. Bah merci. Très bon article, me dit Boussines06. Bah, je suis bien d'accord. Où tu subventionnes les trucs sains, ouais. Alors je crois que le truc de la sécurité sociale de l'alimentation de Frio, je crois que c'est une idée qui en plus... part d'un autre, je vais essayer de... Tiens, voilà, je vais utiliser à ça mes dernières 10 minutes. On avait regardé un super article lors d'une de ces revues de presse du midi, un super article du Monde diplomatique sur les paysans. Et comment il était en train de se dessiner en Bretagne, une dualité, enfin une concurrence aussi d'ailleurs, entre deux types de paysans. Les espèces de néo-ruraux qui voulaient faire des produits sains, des produits frais, des produits bio, à destination des autres néo-ruraux qui ont quitté les villes et qui sont des cadres, qui sont des machins qui bossent. Par exemple, imagine, tu bosses à Rennes, mais tu habites à 1 heure de Rennes, voilà, dans un petit bled. Là, tu vas être très très client du petit fromage local, du petit truc local. Donc il y a toute une clientèle que tu peux faire payer un peu cher parce qu'ils ont des salaires d'urbains en fait, ou presque. Ils ont des bons salaires. Et eux, ils vont du coup s'investir là-dedans, ils vont faire de l'agriculture saine, bio, machin. Pendant ce temps-là, les autres, les paysans traditionnels, on va dire, les paysans FNSEA, on peut dire, sont conditionnés, eux, dès le lycée agricole, à pas du tout suivre ce modèle-là, mais au contraire parce qu'on leur apprend dans les lycées agricoles à faire toujours de la plus grande surface, de l'épandage, des pesticides. Bah oui, mais c'est ça le rendement. Et puis vous comprenez, c'est comme ça qu'on vend aux grandes surfaces. Ils sont dans les circuits classiques de l'alimentation, capitaliste, industrialisée, FNSEA et compagnie. Grande distribution et tout. Et donc en gros est aussi en train de se dessiner une alimentation à 2 vitesses, mais de ouf. Vraiment de ouf, avec non seulement d'un côté des gens qui mangent bien et des paysans qui sont contents de faire leur bon travail
et qui sont fiers d'eux, et qui peuvent même prendre le temps de faire des petits fromages et d'avoir 3 poules et de faire un peu d'œufs et machin. Et de l'autre côté, des gens qui mangent mal, donc de la bouffe avec des pesticides, etc. Et des paysans qui vivent mal. Ils vivent mal économiquement, c'est eux qui les épandent, les pesticides, donc c'est des trucs qui vont dans leurs poumons, dans leur peau, dans leur alimentation, dans l'eau, et celle de leurs enfants. Donc qui vivent mal et qui en plus gagnent pas des masses non plus. Tu te trompes sur les lycées agricoles, j'y travaille. Bah écoute, c'était dans l'article du Monde Diplo qui disait que du coup il y avait la chambre de commerce et je sais pas quoi, et que c'était quand même vachement... Alors, aujourd'hui, on apprend un peu plus les deux, mais que la FNSEA faisait en sorte qu'il y avait la main, c'était la FNSEA qui avait encore la main sur une partie de la formation qui était dispensée dans les lycées agricoles. Donc moi, je te donne ma source, peut-être que je dis une connerie, mais en tout cas, la source, c'était cet article que je vais essayer de retrouver d'ailleurs. Le Monde Diplo. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez du nom de l'article ? On peut le retrouver parce que c'est intéressant. Je vais taper Breton, Bretagne, agriculture. Voilà. Il doit pas y avoir 40 000 trucs non plus. Non, c'est pas ça. Ah, voilà, je l'ai retrouvé, c'est bon. C'était en avril 2021, donc c'était celui du mois dernier. Voilà, je vous le montre. 2 mondes paysans qui s'ignorent, enchaînés à l'impératif du rendement, montrés du doigt pour leurs pratiques polluantes, cernés par les résidences secondaires, les agriculteurs conventionnels, voilà, c'est ça, du Morbihan, observent avec désarroi le succès de leurs collègues qui se sont tournés vers le bio, la vente directe, les circuits courts, etc. Des cultures différentes cohabitent sans qu'émerge une solution globale au modèle agricole dominant. Donc, est-ce que pour financer, pour transformer aussi le modèle agricole, on pourrait pas aussi imaginer une socialisation aussi de ce truc-là. Merci. Donc, 4 mois, plus que 12 avant le glissement droito-fasciste final. Ah oui, tu veux dire en 2022, ce sera dans 12 mois. Merci Cop Art. Merci Arcus 242 aussi. Je vais essayer de vous trouver une source quand même sur la sécurité sociale de l'alimentation selon Friot, parce que l'idée c'est la même que de la sécurité sociale tout court, c'est-à-dire d'arriver à avoir des financements qui viennent des cotisations pour produire ensuite en dehors et d'imaginer qu'ensuite on ait un chèque pour s'alimenter, mais qui puisse être utilisé que auprès de producteurs qui eux-mêmes suivent les règles qu'on leur a données dans une charte de je sais pas quoi. Alors les règles, évidemment des règles en matière d'environnement, etc. Donc il y a un truc vertueux, si tu veux. Et aussi des règles sociales. Donc des coopératives, des trucs comme ça, de faire en sorte que ces chèques-là qu'on donnerait aux gens pour s'alimenter ne puissent pas être utilisés en Nestlé. Vous voyez ? Je crois que c'était un peu ça l'idée. Alors, qu'est-ce que je cherche ? Ah oui, je cherche sécurité sociale de l'alimentation. Je vais rajouter Friot. Ah, je crois qu'il avait expliqué ça dans dans une émission. Tiens, voilà, je vais vous mettre l'extrait de Friot à la base si j'y suis. C'est parfait. Je crois qu'il l'a expliqué aussi dans une émission du Média. Oui, c'est bon, voilà, hop. Bernard Friot, vous commencez en ce moment à développer cette idée qui nous a beaucoup séduit à la base. Comment construit-on une sécurité sociale de l'alimentation ? Chaque personne aura une carte vitale et on abonde donc de 100 € par personne et par mois. Ça représente 80 milliards. Et ces 80 milliards ne peuvent être dépensés qu'auprès de professionnels conventionnés. On ne va pas conventionner Carrefour ni les ponts de l'agrobusiness. Non, on ne conventionne pas non plus les dirigeants de la FNSEA, qui sont tous des industriels de l'agrobusiness. Bien sûr que non. On conventionne précisément tous ces alternatifs-là, mais ils ne sont pas assez nombreux, et donc on soutient également l'arrivée d'entreprises nouvelles, soit d'entreprises de travailleurs indépendants, soit d'entreprises plus vastes, de même que l'assurance maladie, elle conventionne des hôpitaux et des libéraux, à hauteur de 40 milliards. Donc le tiers de cette cotisation irait à l'achat de terres pour les sortir du marché, faire de la terre un bien commun, gratuit, non appropriable à des fins lucratives, mais... Vous voyez l'idée de l'achat de terre pour sortir en effet de l'agrobusiness
Il y a une partie donc de ce pognon qui servirait, comme on s'est servi des cotisations des cotisations pour l'assurance maladie, on s'en est servi pour construire des hôpitaux, pour créer collectivement des endroits qui ne sont pas privatisables normalement, voilà. Donc faire sortir aussi de la propriété lucrative tout un ensemble de terres qui seraient mis à disposition du coup de coopératives de travailleurs et de travailleuses qui produiraient selon des règles un petit peu différentes, et c'est eux qui seraient conventionnés. Voilà. Le fait de pouvoir installer tous ceux qui aspirent au demeurant. C'est pas une planification, Elliot. Hein. Ça reste un marché derrière. Vous voyez bien que c'est pas une planification, que c'est pas étatisé non plus. Il reste un marché avec une offre et une demande. Il y a des coopératives qui feront des bons trucs à pas cher, et puis il y a des coopératives qui réussiront peut-être moins, et qui du coup se casseront la gueule parce qu'on n'ira pas leur acheter des trucs, je sais pas quoi. On garde quand même une idée de marché, par contre, il n'y a pas de capitaliste. Vous voyez, c'est pas pareil le marché et le capitalisme. Le capitalisme, c'est la propriété lucrative des moyens de production. On peut créer un marché sans capitalisme. Vous voyez l'idée. Donc personne ne possède ces trucs-là. À sortir des folies d'activités industrielles ou financières qui les satisfait pas du tout, qui ont envie de faire autre chose, qui ait du sens. Mais pour qu'ils puissent s'installer, encore faut-il qu'ils aient de la terre. C'est un des principaux obstacles à l'installation aujourd'hui. Il faut aussi 40 milliards. La PAC, c'est 10 milliards. Donc on est vraiment à des niveaux importants. Hein. Il faut aussi, évidemment, que les agriculteurs qui souhaitent passer au bio, et ils sont nombreux, qui sont prisonniers entièrement du Crédit Agricole, de Bayer ou de Lactalis, ils en sont prisonniers. Ils voudraient se sortir de cette prison, mais ils n'y arrivent pas, parce que passer au bio, c'est 5 ou 6 ans. Et qu'est-ce qu'on fait? On crève de faim en attendant. Donc, il faut évidemment encourager ce passage au bio de toute une série de producteurs aujourd'hui qui ne souhaitent que ça, finalement. Et puis, les 40 milliards en question vont permettre de subventionner l'investissement. Parce que c'est très important de sortir également ces professionnels des griffes de la dette. J'ai laissé à dessein la petite pub pour là-bas si j'y suis. Qu'est-ce qu'ils ont en ce moment là-bas si j'y suis? C'est vrai que moi je suis pas abonné à là-bas si j'y suis alors qu'il y a des entretiens. Je sais que c'est Bolchegeek qui est abonné à là-bas si j'y suis et qui écoute souvent les entretiens. Alors ils ont eu Besancenot. Ah tiens, il y a Juan Branco, Turbo Cancel là depuis là. Ils embauchent Didier Porte, Frédéric Lordon, voilà Frédéric Lordon. Ils ont double Frédéric Lordon apparemment sur son dernier bouquin. Connaissez-vous Ali, l'autre figure centrale de l'islam? Inégalité, Louis Morin dézingue l'hypocrisie. La commune n'est pas morte, évidemment, etc., etc. Bon, Lordon, la famille, ouais, c'est ça. Alors, je crois que j'ai raté des gens. Hein. Copart, j'avais dit, c'est bon. Arcus, merci Vince Carotte, voilà, qui a offert un abonnement à la communauté. Merci Christophe et la note bleue. Bon, il est 57. Je crois qu'il est grand temps de s'arrêter là, tout simplement. Où est-ce que je vous envoie? C'est toute la question. Ah bah tiens, je vais vous envoyer chez Gotos qui fait une matinale jeux vidéo. C'est pas mal ce qu'il fait pour suivre un peu l'actu jeux vidéo. Par contre, c'est très jeux vidéo. Hein. Là, on va partir sur du jeu vidéo. Mais je vous envoie chez Gotos du coup pour changer. Je crois que je l'ai jamais fait. Je crois que des fois, je vous ai envoyé chez Canard PC, chez JV Le Mag, mais pas encore chez Gotos. Donc comme ça, ce sera fait. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette midinale, on va dire, cette revue de presse du midi. Désolé pour hier, comme je l'ai dit, hein, s'il y en a qui sont arrivés en cours de route, hier je me suis levé trop tard, je me suis levé à 12h30. J'ai pas entendu mon réveil, mais bon, quand on dort trop, c'est souvent qu'on a besoin de pioncer finalement. Et bonjour férié à vous, évidemment. Oui, j'ai vu Joule, mais Joule, elle est en train de jouer là, elle fait pas un truc d'actualité. Donc du coup, Gotos. Allez, il est où? Il est là, parfait. Allez, pas spoiler le raid, hein, évidemment. Des poutous à vous, amusez-vous bien. Nous, on se retrouve... Ah non, demain, non. Non, pas demain après-midi. Des fois, je fais des streams impromptus que je n'annonce pas le vendredi après-midi. Mais demain, je peux pas. Donc, on se retrouve lundi dans Ouvrez les guillemets, tout simplement. Voilà. Je crois qu'il n'y aura pas plus.
Et n'hésitez pas à checker, hein, si vous avez sub, n'hésitez pas à checker le replay de lundi de la spéciale Mitterrand. Alors moi, j'aime pas dire la Mitterrand président, machin, c'est plutôt de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Si vous voulez des bonnes vibes, des bonnes énergies de gauche, lundi soir, il y en a eu pas mal quand même. Allez, ciao, je vous laisse, bisous, amusez-vous bien.